Fondée en 2001, Wikipédia est maintenant la plus grande encyclopédie en ligne dans le monde, avec plus de 33 millions d'articles en 280 langues. Dans les pays germanophones comme francophones, Wikipédia compte plus de 1,8 million d'articles. L'ouvrage électronique de référence surclasse de plus en plus les encyclopédies imprimées, telles que l'illustre encyclopédie allemande Brockhaus, qui n'est plus rééditée depuis 2014. Voilà Frank Michael Speer. Il utilise le Wikipédia allemand comme lecteur seulement. Mon nom est Markus Fiedler, auteur et narrateur de ce film. J'utilise aussi principalement Wikipédia en tant que lecteur. Frank Michael et moi, nous avons passé des mois de travail de recherche sur Wikipédia et avons mené des interviews. La question était, Wikipédia peut-il être considéré ou non comme une source fiable ? Grâce à notre analyse détaillée, nous avons constaté qu'il s'agit d'une bonne encyclopédie dans le domaine de la science et de la technologie. J'ai consulté des articles de biologie qui abordent leur sujet mieux que de nombreux manuels reconnus. Tous ceux que nous avons lus brillaient par leur objectivité et une connaissance spécialisée très détaillée. En outre, ils sont truffés de renvois à des sources primaires et lectures complémentaires. Dans d'autres sciences de la nature telles que la chimie et la physique ou sur des sujets techniques, il en est de même. Il semble donc que tout parle en faveur d'une encyclopédie de qualité. Dans ce documentaire, nous nous intéresserons à la question de savoir si Wikipédia informe aussi objectivement et de manière neutre quand il s'agit de sujets de société et, par exemple, de la question politiquement sensible du terrorisme. Nous avons ainsi analysé la page Wikipédia sur l'historien suisse Daniel Ganser. M. Ganser a réclamé à plusieurs reprises une nouvelle enquête sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center. Il a publiquement posé à cet égard des questions gênantes. Parmi les critiques du 11 septembre, Ganser est l'un de ceux qui ont la plus haute réputation dans le monde germanophone. Quiconque a étudié ses livres ou vu ses conférences sur YouTube se rend rapidement compte de son engagement dans le mouvement pacifiste et de la pertinence de ses analyses sur les guerres de l'OTAN ou sur l'état sécuritaire. Il nous intéressait donc de voir si l'encyclopédie en ligne traite de manière neutre et objective les gens critiques à l'égard de la politique étrangère des États-Unis, comme M. Ganser. On s'y serait attendu. Ce n'est malheureusement pas le cas. En regardant ce documentaire, vous apprendrez beaucoup, non seulement sur l'histoire contemporaine et l'historien suisse, mais surtout sur le système qui innerve la plus importante encyclopédie d'aujourd'hui. Peut-être voulez-vous savoir, comme nous, comment fonctionne Wikipédia. Au début de l'année 2015, je découvre sur YouTube une vidéo sur les armées secrètes de l'OTAN. Elle m'a été suggérée par le site sous la rubrique politique comme valant le détour. Le professeur Ganser, un historien suisse et irénologue, chercheur pour la paix, y soutient, preuve à l'appui, que dans tous les pays de l'Europe occidentale ont existé des armées secrètes. Il a écrit sa thèse de doctorat sur le sujet. Le 3 août 1990, Andreotti, plusieurs fois ministre en Italie, a confirmé l'existence d'une armée secrète nommée Gladio, glaive en italien. Gladio faisait partie du réseau Stay Behind de l'OTAN qui a été mis en place par la CIA et le MI6, les services secrets américains et britanniques. Ce réseau existe aussi en dehors de l'Italie. Quelque chose était une fois de plus révélé en Italie, qui est encore court aujourd'hui. Et les gens pensaient, bon, un scandale de plus en Italie, on peut passer au sujet suivant. Mais là, c'était d'une autre envergure, parce qu'Andreotti insistait. Cette armée secrète existe bien en Allemagne, en Belgique, en France et dans d'autres pays, comme je l'ai dit. Et pour les autres pays, c'était inquiétant, et c'est un euphémisme. Le ministre belge de la Défense lut le journal dans l'avion, et quand il atterrit, il demanda à son chef d'état-major, donc son général le plus gradé, s'il était vrai que la Belgique avait également une armée secrète. Lui-même, comme ministre de la Défense, n'en savait rien. C'était Guy Coëm. Et son général lui répond, « Oui, c'est vrai, cette armée existe. » Bien sûr, il était un peu mal à l'aise, alors le ministre poursuit.
Pourquoi je ne sais rien de cette armée secrète alors que je suis ministre de la Défense ? Son général répond, eh bien c'est une chose très très secrète de l'OTAN. Une certaine vision du monde s'effondre ici, pour toute personne qui croit en la primauté du droit. Dans un pays doté d'une constitution, les armées ne peuvent pas être secrètes, car elles doivent être contrôlées par le législateur, le Parlement. Une armée secrète ne peut pas être contrôlée par le peuple, puisque personne ne sait qu'elle existe. Une armée secrète n'a par conséquent aucun compte à rendre à personne. Un instrument de pouvoir incontrôlable par le peuple qui peut être utilisé contre le peuple même. Toutefois, l'OTAN a affirmé que ces armées secrètes n'existaient pas. Via un porte-parole, elle a d'abord dit ceci, le 5 novembre. L'OTAN n'a jamais envisagé de guérilla ou d'opération clandestine. Puis le lendemain, un responsable de l'OTAN a dû admettre que ce qui avait été dit la veille était faux, mais que l'on ne pouvait en dire plus pour des raisons de sécurité militaire. Certes, nous avons déjà eu du terrorisme en Europe pendant toute la guerre froide. C'était les Brigades rouges, l'extrême gauche en Italie, ou la fraction armée rouge, les extrémistes de gauche en Allemagne, ou l'IRA, les extrémistes catholiques en Irlande, ou le TA au Pays Basque. En fait, c'était pour ainsi dire les terroristes européens connus. Et voilà que cette armée secrète entre en jeu. Et l'Union européenne dit « Peut-être que cette armée secrète de l'OTAN a aussi, dans certains cas, organisé des attentats terroristes. » En 2000, une commission d'enquête italienne établit un lien entre l'armée secrète italienne Gladio, Glaive en français, et certains attentats. La commission d'enquête souligna que cette armée secrète avait commis des assassinats dans les années 1960 à 1980 et que ceux-ci avaient été organisés par des personnes au sein de l'appareil d'État italien. En outre, elle établit des liens étroits avec les services de renseignement américains. Daniel Gantzer écrivit sa thèse de doctorat publiée en 2005 sur ces conspirations réelles. Il les décrivait et apporta des preuves. Sa performance fut mentionnée positivement sur 2 pages par le magazine Der Spiegel dans l'article « The Dark Side of the West » dans l'édition imprimée numéro 15 2005. Dans une interview en 2005, Gantzer explique que, plus que toute autre stratégie militaire, la terreur est propice pour manipuler la population. Il s'exprime sur le 11 septembre pour la première fois en septembre 2006, 5 ans après les attentats, dans un long article dans le journal suisse Tages-Anzeiger. Gantzer ne définit pas ce qui s'est réellement passé, mais pose des questions et souligne l'existence d'un âpre débat pour la vérité. Il écrit : Dans les 5 dernières années aux États-Unis, des films, des sites internet et des livres s'intéressent au 11 septembre. Aujourd'hui, ils forment une masse d'affirmations et de contre-affirmations difficiles à cerner. Gantzer présente les 3 principales théories sur les attaques, en discute objectivement sans adhérer à l'une ou à l'autre. Dans l'article, un grand paragraphe porte sur le World Trade Center 7. Beaucoup l'ignorent, 3 tours, et non pas seulement 2, se sont effondrés le 11 septembre 2001. Qu'en dit exactement Daniel Gantzer ? Dans son questionnement, il met l'accent sur le 3e building qui s'est effondré sur lui-même à côté des grandes tours jumelles lors des attentats. C'est le bâtiment Salomon's Brothers ou World Trade Center 7 en abrégé WTC7. J'ai visionné plusieurs conférences du professeur Gantzer sur YouTube. Il insiste toujours sur 2 points. Voilà un extrait de sa contribution la plus récente. Ceci est très intéressant. Il existe maintenant aux États-Unis un grand nombre d'architectes et d'ingénieurs. Ils sont 1500 à avoir uni leurs forces. Et ils partagent l'avis que l'incendie n'est pas la cause de l'effondrement du bâtiment. Il doit y avoir eu une explosion. Et je peux dire maintenant que c'est une conclusion très explosive. Si vraiment
Et là, j'observe une retenue. Je suis juste un historien suisse. Si c'est vraiment le cas, si une explosion a eu lieu au WTC 7 le 11 septembre, alors nous devons ouvrir à nouveau le dossier. Ce mouvement compte aujourd'hui plus de 2000 architectes et ingénieurs qui tous témoignent que le WTC 7 a été l'objet d'une démolition contrôlée. L'enquête officielle menée par le gouvernement américain, le fameux rapport du NIST, nie cette possibilité et prétend que le bâtiment s'est effondré en raison d'un incendie dans le bâtiment lui-même. Plus de 2000 professionnels, respectivement ingénieurs diplômés et architectes, qui exercent tous les jours leur profession dans la construction de maisons et d'immeubles de grande hauteur, prennent la responsabilité personnelle de déclarer que la version officielle est fausse. En fait, le rapport du NIST est la cible de critiques de toutes parts. Voyez par exemple ici. Et voici quelques-unes des nombreuses pages critiques du 11 septembre. La question se pose alors, sont-elles objectivement examinées dans Wikipédia ? Mettons cette question de côté et répétons-le, Ganser attire ici l'attention à juste titre sur de vraies incohérences. Pourquoi les médias n'ont pas donné plus de détails sur ce sujet ? J'ai donc passé en revue les différentes chaînes de télévision, mais je n'ai rien trouvé, à l'exception de la BBC World. Et là, j'étais content. La BBC World en avait parlé. La journaliste, c'était Jane Stanley. Mais elle a fait l'annonce trop tôt. Oui, vraiment. Elle l'a annoncé à 17h. Et le bâtiment est tombé à 17h20. Et ce n'est pas normal. Parce que les historiens sont très prudents. Nous avons une règle qui stipule l'événement en premier, ensuite l'information. Et si c'est l'inverse, alors nous devenons méfiants. En effet, seule la BBC a signalé l'effondrement du WTC 7 et aucune autre chaîne de télévision en Europe. Et la BBC l'a effectivement annoncé trop tôt. Dans la vidéo de la BBC, vous pouvez encore voir le bâtiment derrière la journaliste alors qu'elle lit à haute voix sur le téléprompteur que le bâtiment s'est effondré. La BBC elle-même admet qu'elle a annoncé trop tôt l'effondrement. Un porte-parole de la chaîne affirme que l'agence de presse Reuters aurait mis ce texte dans le système et que la journaliste aurait lu ce texte. Ce fait est également incontestable. Ganser montre à juste titre ici aussi des incohérences évidentes. Donc nous avons un historien suisse acclamé dans le passé pour la publication de sa sensationnelle thèse de doctorat, thèse qui concerne un complot autour d'armées secrètes de l'OTAN. Maintenant, il suggère que quelque chose ne colle pas dans la version officielle du 11 septembre 2001. Voilà l'état des lieux. Maintenant, allons voir dans Wikipédia. J'ai voulu en savoir plus sur ce professeur Ganser et j'ai tapé son nom dans Wikipédia. Voilà ce que j'ai lu. Daniel Ganser, né le 29 août 1972 à Lugano, est un historien suisse. Il acquit la notoriété pour sa thèse publiée en 2005 sur les armées secrètes de l'OTAN et a publié notamment une étude sur le pic mondial du pétrole. Ganser aborde les théories du complot sur le 11 septembre 2001 et les présente comme des explications scientifiques défendables. Théorie du complot sur Wikipédia, je suis troublé. Ganser est un théoricien du complot ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne faudrait pas le croire. Qu'est-ce qu'une théorie du complot ? À ce sujet, Wikipédia lui-même affirme. Théorie du complot, un terme la plupart du temps critique ou péjoratif. Ah, donc d'après Wikipédia, M. Ganser est une sorte d'illuminé. Je réfléchis. Qui donc a écrit cet article ? Devons-nous accepter une telle présentation négative ? Ce qui est révolutionnaire dans Wikipédia, c'est que quiconque possède un ordinateur et un accès à l'Internet peut y écrire ses propres textes.
Vous pouvez améliorer les articles existants en les corrigeant ou en les complétant, ou créer de nouveaux articles. Pour cela, vous devez ouvrir un compte utilisateur. Je le fais. C'est très simple. Une fois qu'on a un compte utilisateur, on peut commencer. Chez moi, il y a encore une ancienne édition de la prestigieuse encyclopédie Brockhaus dans la bibliothèque. Ici, c'est clair, les articles n'ont jamais changé. Après quelques années, la maison d'édition a mis sur le marché une version révisée et enrichie, une nouvelle édition. Mais nous ne l'avons pas acheté à l'époque, bien sûr. C'était juste pour les nouveaux clients. Les gens qui avaient déjà leur Brockhaus sont restés avec leur version. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les articles de Wikipédia changent constamment. Voici un exemple concret. Celui qui ne comprend pas bien Wikipédia croit qu'il peut simplement ouvrir un compte et modifier tous les articles à sa guise, donc corriger l'entrée de Daniel Ganser s'il n'en est pas satisfait. Mais ce n'est pas si simple. Dans Wikipédia, il y a une hiérarchie stricte. Le Wikipédia germanophone en particulier est beaucoup plus réglementé que dans d'autres langues. Tout d'abord, il y a des utilisateurs normaux sans compte d'utilisateur. Vous pouvez en effet non seulement lire, mais modifier directement certains articles. Il vous faut toutefois attendre que vos modifications soient repérées et déverrouillées. Les utilisateurs avec un compte Wikipédia peuvent modifier tous les articles et créer de nouveaux articles, mais doivent cependant aussi attendre le déverrouillage de leurs modifications. Si vous avez passé plus de 30 jours sur Wikipédia et fait 150 modifications dans la version allemande, votre article se déverrouille automatiquement. Les patrouilleurs, comme on les appelle, peuvent apporter des modifications immédiatement visibles sur Wikipédia. Ils décident également si des modifications d'autres utilisateurs sont à activer. Les administrateurs nomment les patrouilleurs et ont en outre un vaste champ d'intervention allant jusqu'à la révocation de l'article, le blocage de l'utilisateur, la faculté de rendre invisibles des modifications de l'article, etc. Pour devenir administrateur, il faut être élu. À l'inverse de l'élection au Bundestag, Parlement allemand, vous pouvez non seulement voter pour une personne, mais aussi contre un candidat. Les bureaucrates occupent le plus haut niveau dans Wikipédia, ils ont les droits les plus étendus et peuvent nommer par exemple les administrateurs de leur choix. Patrouilleurs et administrateurs ont beaucoup plus de pouvoir que quelqu'un qui a seulement récemment ouvert un compte utilisateur. Ils peuvent bloquer les changements ou revenir à une version précédente. Il semble que certains patrouilleurs et administrateurs abusent de leur pouvoir ou n'exercent pas correctement leurs fonctions dans Wikipédia. Dans l'exemple de l'article sur Ganser, précisément, cela peut être très bien démontré, car toutes les tentatives de modification sont stockées dans Wikipédia. L'article sur Ganser ne change pas, malgré de nombreuses tentatives d'intervention de différents utilisateurs de Wikipédia. Naturellement, cela surprend. Beaucoup de gens ont essayé d'améliorer l'article sur Ganser, de le rendre plus neutre, mais ça ne marche pas. Pourquoi ? Une équipe d'auteurs issus des patrouilleurs et des administrateurs, qui sont plus puissants que les utilisateurs normaux de Wikipédia, protège l'article de modifications indésirables, que ce soit justifié ou non. Voyons comment se comportent les patrouilleurs et les administrateurs et à quel endroit les règles de Wikipédia sont manifestement violées. Les auteurs suivants, Phi, Copilot et M. Burch, agissent avec une agressivité frappante dans la discussion de l'article sur Daniel Ganser. Ce sont des patrouilleurs. Dans la hiérarchie de Wikipédia, ils occupent une position centrale de pouvoir. Ils sont moins puissants que les administrateurs, mais plus puissants que les utilisateurs normaux. Les patrouilleurs peuvent débloquer des articles de simples utilisateurs. Ils peuvent seuls entrer des articles dans Wikipédia sans supervision, mais ils ne peuvent, par exemple, verrouiller aucun compte Wikipédia. Seuls les administrateurs le peuvent. Chose incroyable et bien regrettable, les patrouilleurs et les administrateurs n'apparaissent pas avec leur vrai nom et une photo, pour ainsi dire à visage découvert, mais utilisent des pseudonymes comme Phi ou Copilot. Vous ne savez donc pas immédiatement qui ils sont. Vous ne savez pas si le patrouilleur est un homme ou une femme, vous ne savez pas si il ou elle a un diplôme universitaire ou non, si il ou elle est au chômage ou bien professionnellement accompli. Bien pire, à la surface de Wikipédia, on ne connaît pas les combats qui se déroulent à l'arrière-plan. Plus je me plongeais profondément dans l'histoire de Wikipédia, et plus se cristallisait une image de la peur. Aucun des Wikipédiens de longue date à qui j'ai écrit ne voulait apporter à ce film quelque chose en son nom ou en déclinant son identité.
Beaucoup ont quelque chose à dire, mais ils souhaitaient garder l'anonymat. Tous ont peur, après la sortie de ce documentaire, d'être poursuivis au sein de Wikipédia par certains Wikipédiens. J'ai pensé, mon Dieu, il s'agit juste d'un site internet, ça ne peut pas être aussi grave que la mafia en Sicile, où les gens ont peur de dire leur opinion dans la rue. Là-dessus, je me trompais. Certains observateurs ont en effet comparé les administrateurs et les patrouilleurs avec la mafia, comme dans un forum en 2005 où figure ce qui suit. Wikipédia n'est pas une démocratie et n'a aucune structure juridique, en ce sens que les règles devraient également s'appliquer à tous les collaborateurs, peu importe leur personne. Wikipédia n'est pas un club où prévaut une réglementation stricte. Au contraire, les administrateurs ont déployé un système paternaliste archaïque et dépassé. Seul celui qui renonce à toute critique, celui qui se soumet à la main bienveillante de la toute-puissance de l'administrateur, celui qui est inféodé et homme de main de l'administrateur, seul celui-là bénéficie des droits d'administration avancés. Lui seul peut écrire des articles sans être dérangé. Celui qui n'est pas un adepte de l'administrateur, qui est critique et a des idées dissidentes, n'a aucun droit et en définitive est un paria, un exclu. À foule, la meute peut se jeter impunément sur lui. Il sera combattu, insulté et humilié, et ses contributions destinées à la destruction. Ce système de favoritisme archaïque a son modèle en Sicile et dans le trafic de drogue organisé, on l'appelle là-bas la mafia. En Amérique, on l'appelle simplement mob. C'est ainsi qu'écrit un certain Manfred Ribbe et il tire ce texte de Wikipédia lui-même. Dans le forum ci-dessus et dans d'autres forums, il y a une accumulation massive de cette teneur, si bien qu'on peut supposer que ce n'est pas une opinion isolée. Maintenant pour moi c'est clair, tout le monde peut écrire sur Wikipédia mais tous n'ont pas les mêmes droits. Si je veux corriger l'entrée sur Daniel Gantzer dans le sens de plus de neutralité, je peux le faire. Mais avant que mon texte n'apparaisse dans l'article, un patrouilleur décidera s'il veut ou non débloquer l'article modifié. Si ma correction ne convient pas à un patrouilleur, elle est rejetée. Dans ce sens, un patrouilleur est comme un videur devant une discothèque, il décide de qui entre et qui n'entre pas. L'administrateur est encore plus puissant que le patrouilleur. Il y a environ 260 administrateurs en Allemagne. Dans la page Gantzer, les administrateurs suivants sont très actifs. JKB, Gleiberg, IT, JD, Gustav von Aschenbach. Les administrateurs sont encore plus puissants que le patrouilleur. Ils peuvent déverrouiller des articles, insérer des articles sans supervision aucune, masquer un article, déplacer un article, bloquer un compte Wikipédia. Voilà ce qui est arrivé à de nombreux utilisateurs Wikipédia. Ils voulaient modifier la page sur Daniel Gantzer de moins péjoratif à plus objectif. Non seulement leur correction a été annulée, mais leur compte utilisateur a été bloqué immédiatement. Ils ne pouvaient donc plus écrire sur Wikipédia. Ils n'étaient plus autorisés à insérer une quelconque correction dans n'importe quel article Wikipédia. Ils étaient frappés d'interdiction immédiate pour ainsi dire. Des suspensions ne peuvent être imposées que par les administrateurs. Les restrictions peuvent porter sur différentes durées. Un blocage bref de quelques minutes ou quelques heures, par exemple, pour des infractions mineures. Un blocage définitif peut être prononcé pour violation flagrante ou attaque malveillante. Pour contourner le blackout, un utilisateur peut uniquement ouvrir un nouveau compte d'utilisateur avec un nouveau nom et une nouvelle adresse électronique. Il est bien évident que sur Wikipédia agissent des gens qui ne se positionnent pas dans le sens de l'évolution positive de l'encyclopédie. C'est ainsi que très souvent des articles entiers sont intentionnellement effacés. Certains blocages par les administrateurs sont parfois absolument pertinents et nécessaires. C'est comme dans la discothèque. Là aussi, il est logique que le videur ne laisse pas rentrer des gens ivres ou violents. Wikipédia fut initialement créé avec l'idée que chaque utilisateur trouve un intérêt à participer de manière productive. Il s'est rapidement avéré que certains utilisateurs n'y étaient pas disposés. Vous voulez activement perturber le fonctionnement de Wikipédia ? Voici un exemple. Vous voyez ici l'article de Wikipédia sur William Bush. Le 13 mars 2015, il s'est passé ceci à 9h26. L'article, abondamment documenté sur William Bush, est entièrement supprimé et remplacé par un « Je suis cool ».
Dans un tel cas, le patrouilleur doit résoudre le problème et rapidement désigner le coupable à l'administrateur afin que celui-ci puisse bloquer le fauteur de trouble. Si un contributeur d'habitude actif et objectif dépasse la ligne rouge et se révèle insultant, alors il y a intervention. Voici les règles pour stopper le vandalisme. Il se peut aussi que le patrouilleur ne s'aperçoive pas immédiatement d'un cas de vandalisme. Par conséquent, chaque utilisateur de Wikipédia peut lancer une alerte au vandalisme. Cela se fait via une page spéciale. Les administrateurs s'y occupent des vandales présumés et décident au cas par cas des mesures nécessaires. S'il s'avère qu'on est vraiment devant un cas de vandalisme, non seulement les utilisateurs peuvent être bloqués, mais la page entière peut être fermée pour éviter des dommages supplémentaires. L'article n'est plus modifiable selon le type de blocage pour certains groupes déterminés d'utilisateurs ou pour une certaine durée. Il est comme gelé. Pour l'instant, ça va. Malheureusement, la puissance des patrouilleurs et administrateurs peut être mal utilisée. Cela ressort très clairement de l'article sur Ganser. À chaque fois qu'un usager Wikipédia fait remarquer, même poliment, que l'on viole les droits de la personne ou l'exigence d'objectivité dans l'article en question ou sur la page de discussion de l'article, ou bien que les modifications qu'il effectue lui-même à l'article ne sont pas souhaitées par Copilote, Mbourch ou Phi, ce compte d'utilisateur sera signalé immédiatement sur la page de vandalisme de Wikipédia. Après le signalement Wikipédia, et en particulier pour les nouveaux comptes, le compte sera généralement immédiatement bloqué sans examen plus approfondi de l'affaire par les administrateurs JKB, Gleiberg, IT, JD ou Gustav von Aschenbach. Incroyable ? Je vais vous le prouver. Je plonge maintenant plus profondément dans le fonctionnement de Wikipédia. Peu à peu, je reconnais comment patrouilleurs et administrateurs peuvent, sans aucune transparence, faire la pluie ou le beau temps. Pour moi, c'est clair, les corrections dans l'article Ganser ne sont pas du vandalisme, mais bien ce qu'on appelle une guerre éditoriale. La plupart des gens utilisent Wikipédia uniquement en tant que consommateurs et n'ont encore jamais eux-mêmes essayé d'écrire ou de corriger des articles dans Wikipédia. Ils ne connaissent pas le concept de guerre éditoriale et ne savent pas la reconnaître. Une guerre éditoriale est une sorte de guerre numérique entre deux parties à propos d'un passage donné d'un article qui est sans cesse modifié dans une direction ou une autre. Dans ce cas, les règles de Wikipédia prévoient des mesures appropriées. Citation. Une guerre d'édition n'est pas la même chose que du vandalisme. Ici, les parties refusent habituellement de faire intentionnellement des ravages, mais ont tous en vue par leur contribution l'amélioration de l'article. Si votre contradicteur rejette toute discussion et poursuit la guerre d'édition, vous pouvez alors signaler l'incident sur la page Wikipédia « Journal de signalement de vandalisme ». Un administrateur peut alors protéger temporairement l'article après un audit indépendant pour détendre la situation. Dans les cas extrêmes, un ou plusieurs guerriers peuvent être temporairement bloqués afin qu'ils ne puissent plus modifier aucun article de Wikipédia. Lors d'un audit indépendant, un administrateur peut interdire l'accès en écriture de façon temporaire à celui qui a fait le signalement au cas où celui-ci serait lui-même impliqué. Il est indiqué « suspendre temporairement ». Le blocage complet immédiat d'un compte d'utilisateur n'est pas prévu. Mais c'est précisément ce que font massivement les administrateurs dans le contexte de l'article de Ganser. De nombreux comptes qui écrivent quelque chose dans l'article Daniel Ganser sont des comptes inutilisés pendant des années ou nouvellement créés. Pour ça, il y a aussi des règles de conduite. Sois courageux, s'applique en particulier aux nouveaux arrivants dans Wikipédia. Certaines erreurs leur échappent et elles produisent des choses parfois indésirables. Les aider à franchir les premiers obstacles, leur donner confiance dans leur capacité de s'y connaître mieux. Les nouveaux auteurs devraient être introduits en douceur et amicalement aux règles habituelles. Beaucoup de choses peuvent se résoudre ensemble dans le dialogue. Dans la pratique, comment on observe ça dans l'article sur Ganser ? Grâce au fait que Wikipédia stocke les archives de toutes les modifications de l'article et montre exactement ce qu'il advient de l'article. C'est comme si, dans la fameuse discothèque, en plus du portier, il y avait une caméra vidéo qui enregistrait tout. Vous pouvez après coup comprendre exactement qui le portier laisse passer et qui il ne laisse pas passer. Dans le cas de Ganser, il est clair au vu de l'historique et de l'archive de l'article que patrouilleurs et administrateurs ne sont pas neutres dans leur travail et violent donc les règles de Wikipédia lui-même. Beaucoup de lecteurs de Wikipédia n'admettent pas que dans l'article de Ganser apparaisse immédiatement l'expression « théorie du complot »,
car cela dévalue Ganser et le range parmi les fous dont on doit se méfier. Par conséquent, ils essayent de supprimer le mot et de trouver une formulation neutre. Voici un exemple concret parmi tant d'autres. 17h40, 3 mars 2015. Utilisateur Adverk, changement de Ganser évoque les théories du complot à propos du 11 septembre 2001 et les présente comme des explications scientifiques défendables par Ganser a un regard critique sur les attentats du 11 septembre. Étant donné que l'article en ce moment est en partie verrouillé, ce changement ne sera pas visible immédiatement. Un patrouilleur doit tout d'abord vérifier. 17h43, 3 mars 2015. Le patrouilleur M. Bourch se penche sur la nouvelle formulation neutre et supprime le changement immédiatement. 17h43, 3 mars 2015. L'utilisateur M. Bourch inscrit Adverk comme vandale avec un avis cause Ganser. 17h53, 3 mars 2015. L'administrateur Gleiberg verrouille l'utilisateur Adverk pour une durée illimitée. Adverk a ainsi reçu immédiatement et sans détour la peine maximale. D'abord, son amendement n'a pas été adopté, ensuite son compte d'utilisateur a été verrouillé et son adresse électronique bloquée. Il ne peut plus modifier la page de discussion. Pourquoi cette action agressive contre Adverk? L'administrateur Gleiberg écrit comme explication ce commentaire. Ganser, vieille marionnette. Le patrouilleur M. Bourch a décidé que le mot théorie de complot ne doit pas être enlevé de l'article de Ganser. Soit dit en passant, Adverk ne pouvait plus répondre après son blocage. Le patrouilleur M. Bourch n'est pas apparu dans une boîte de dialogue avec l'auteur Adverk. Ainsi, il a violé les règles de Wikipédia. Le code de conduite stipule en effet clairement: le signalement de vandalisme, en dernier recours, devrait être accessible uniquement dans le cas de fautes très graves ou répétées. Ces recours ne devraient pas être détournés de sa fonction. Un signalement de vandalisme n'est pas conçu comme un substitut d'une conversation ou même une menace ou pour imposer son point de vue. Une vraie satire. Pour les non-initiés, c'est assez surprenant que patrouilleurs et administrateurs surveillent tant l'article de Ganser, qu'ils voient des fautes graves et répétées dans une modification du texte de l'article qu'un auteur présente une seule fois. Bien qu'une modification du texte avant qu'elle ne soit visible pour tous doive d'abord être déverrouillée par les patrouilleurs et les administrateurs, ces derniers classent comme du vandalisme le fait que l'auteur se propose de supprimer le mot « théorie de complot » de l'article sur Ganser. Le soupçon s'impose à moi. On veut ici à tout prix associer le concept de théoricien du complot au professeur Ganser. Et on utilise l'instrument du signalement de vandalisme pour rejeter les corrections factuelles de ce projet, bien que cela enfreigne ici les règles de Wikipédia. On bafoue les règles afin de garder la page Ganser la plus dévalorisée possible. Les propositions neutres sont bloquées. Pour moi, c'est maintenant clair. À la page de l'historien suisse gronde une féroce guerre éditoriale. D'une part, on trouve les auteurs qui voient la neutralité de Wikipédia entamée par l'usage du mot « théorie du complot ». D'autre part, on peut voir les patrouilleurs susmentionnés et les administrateurs verrouiller immédiatement les utilisateurs s'ils osent se plaindre de la subjectivité dans l'article. Dans de nombreux cas, les patrouilleurs et les administrateurs justifient leur rejet des nouvelles propositions de texte et aussi le verrouillage des comptes d'utilisateurs avec la mention « marionnette » ou « sock poupette ». Qu'est-ce que ça veut dire? Sur Wikipédia, une marionnette est quelqu'un qui, comme un individu sous une fausse identité, c'est-à-dire un faux nom, a plusieurs comptes d'utilisateurs différents et se fait passer pour plusieurs personnes pour essayer d'obtenir la souveraineté sur l'interprétation d'un article. Il peut effectivement arriver qu'une même personne connectée sous différents pseudos agit comme si plusieurs personnes différentes avaient contribué, bien qu'une seule personne ait écrit. Le patrouilleur M. Bourch eut, le 5 février 2015 déjà, le soupçon que des marionnettes étaient actives sur l'article consacré à Ganser, donc une seule personne avec différentes fausses identités. Il fut exigé une vérification. Elle a eu lieu le 13 février 2015. La requête montra que les prétendues marionnettes de l'article de Daniel Ganser n'existent pas. Elle a montré au contraire que, sauf 2 exceptions, voire ci-dessous, aucun compte unique n'a une seule chose en commun avec un autre compte. Depuis ce temps-là,
On sait que réellement beaucoup d'individus impliqués dans l'article sur Ganser, utilisant parfois d'anciens comptes très rarement utilisés et parfois des nouveaux, demandent à plusieurs reprises la neutralité de l'article Daniel Ganser. Notez bien, ce n'est pas un toilettage cosmétique de l'article que tous les comptes mentionnés exigent. Ils se plaignent de la subjectivité et de la partialité politique de l'article du fait de l'usage de certaines expressions. Tous les utilisateurs actuellement bloqués rejettent la formule théorie du complot pour sa non-objectivité. Les patrouilleurs savent donc maintenant, d'après la demande de vérification d'identité de l'utilisateur, que dans l'article sur Ganser, aucune marionnette n'est active, mais que plusieurs auteurs souhaitent vraiment une forme neutre de l'article. Néanmoins, ces patrouilleurs continueront à bloquer les requêtes avec la note marionnette Ganser. Les administrateurs ont ensuite gardé à l'œil ces verrouillages et les auteurs désireux de corriger l'article ont été complètement verrouillés sur Wikipédia. Nous constatons dans le cas Ganser qu'aucun des patrouilleurs et des administrateurs impliqués n'adhèrent aux directives de Wikipédia. Une équipe de patrouilleurs comme Copilote, Phi et Mbourch et d'administrateurs comme par exemple les JD, JKB et IT abusent continuellement de leur pouvoir et protègent l'article afin qu'il reste dans sa forme antérieure discriminante. Ils expulsent systématiquement les nouveaux arrivants et ils évaluent globalement le comportement des nouveaux venus comme du vandalisme et les verrouillent avec la fausse justification de marionnettes. Comment en suis-je venu à ce constat? Voici l'analyse détaillée. L'article de Wikipédia sur Daniel Ganser existe depuis 10 ans. Il a été déposé le 28 septembre 2005. Ganser était maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Bâle. Au départ, le court article s'étoffe petit à petit en collaboration avec divers auteurs sur un mode factuel. Le texte fut complété et mis en forme. Dans les premières années, 2005-2008, l'article montre globalement une évolution très positive, comme on pouvait l'observer dans la grande majorité des articles de Wikipédia. En juin 2008, apparaît dans l'article pour la première fois le fait que Daniel Ganser traite des attaques du 11 septembre 2001. Le 2 septembre 2009, le patrouilleur Phi intervient pour la première fois dans l'article et essaye d'introduire le plus possible d'éléments critiques. L'historien Grégoire Schulgen le contredit parce que l'étendue réelle des activités du Stay Behind serait surestimée de façon grotesque, sur la base de sources insuffisantes. Ganser divague sur l'effectif de division d'armées secrètes allemandes nazies Stay Behind, alors qu'en vérité, même dans les années 60, il s'agissait d'à peine 100 agents titulaires et d'environ 500 contacts. Le Taz, journal de gauche, a jugé que la thèse développée par Daniel Ganser, selon laquelle le Gladio serait derrière l'assassinat de la fête de la bière de Munich en 1980, manquait de preuves sérieuses. Intéressant. Celui qui lit le livre de Ganser intitulé « Les armées secrètes de l'OTAN en Europe » ne trouve nulle part l'affirmation que l'armée du Stay Behind en Allemagne aurait eu des divisions, comme le prétend Schulgen. Pour la comparaison, Schulgen écrit: alors que pour Ganser, il s'agit au début des années 1950 d'armées secrètes allemandes nazies Stay Behind d'un effectif égal à une division, d'autres parlent de moins de 100 agents titulaires du BND et d'environ 500 contacts pour les années 1960. Schulgen utilise des guillemets pour « armées secrètes allemandes nazies Stay Behind » comme pour une citation initiale de Ganser. Cette citation se trouve dans le livre de Ganser intitulé « Les armées secrètes de l'OTAN, réseau Stay Behind, Gladio et terrorisme en Europe de l'Ouest » à la page 268. Ni de près ni de loin chez Ganser, on peut lire, là et dans les pages voisines, quelque chose sur les effectifs de division. Notamment ici, on est dans un contexte complètement différent, à savoir que le Premier ministre de Hesse, August Zinn, mentionne les armées secrètes de l'OTAN dans le Parlement du pays. Ganser mentionne l'armée du Stay Behind en Allemagne uniquement à la page 278 de son livre. Le nombre des informateurs a parfois atteint 500. Ganser citait lui-même cela à partir d'une de ses sources, les auteurs norvégiens Ronald Bye et Finn Tue. C'est là le problème central dans la prétendue critique de Schulgen dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Il n'y donne ni ses sources, ni le numéro de page exact. On
On peut difficilement vérifier son argumentation avec l'aide en ligne, et on trouve même des citations mensongères de Shulgin lui-même. Cette source est inappropriée comme source pour un journaliste ou un scientifique, et je reste poli. Ce texte sert apparemment seulement à banaliser le caractère explosif du thème des armées Stay Behind et des attaques terroristes qui y sont rattachées. Gregor Shulgin est d'ailleurs accusé de ne pas donner de source dans l'article Wikipédia consacré à sa personne. Même si elle se rapporte à un autre contexte, et comme nous l'avons déjà compris que Wikipédia n'est pas ici une source fiable, il faut prendre une telle critique du travail de Shulgin comme une invitation à s'interroger sur l'opportunité de reprendre ces textes comme source dans une encyclopédie comme Wikipédia. Le patrouilleur Phi, qui apparemment n'a pas lu le livre de Ganser ou pas assez attentivement, reprend la fausse allégation non contrôlée de Shulgin. Nous apprendrons plus tard que Phi est en fait un historien. De la part d'un historien de formation, j'attendrai un travail plus professionnellement sourcé. Jusqu'en 2014, l'article évolue dans un environnement productif et paisible. Tous les patrouilleurs ont de la retenue et argumentent objectivement. Mais la paix autour de l'article Ganser prend fin le 9 janvier 2014. C'est le patrouilleur copilote qui modifie unilatéralement l'article pièce par pièce au détriment de Ganser. Il peut, comme patrouilleur, introduire de lui-même, immédiatement et sans supervision, des morceaux de texte modifiés. Son premier changement est assorti du commentaire POV, parole de Truthers, ce qui signifie que dorénavant les POV, les points de vue personnels de ce que l'on appelle les Truthers, ont été supprimés. Copilote est concerné par le sujet du 11 septembre. Aux États-Unis et en Europe sont désignés par Truthers, chercheurs de vérité, les gens qui se méfient de la version officielle du 11 septembre et apportent peu de crédit à la version présentée par le président George Bush. Le mouvement Truthers compte beaucoup de gens aux États-Unis qui sont personnellement touchés par les attaques terroristes et qui ont perdu des membres de leur famille. Après ça, toutes les digues sautent. Dans un travail d'équipe avec le patrouilleur Phi, détail après détail sont incorporés par copilote dans l'article, ayant finalement pour but de discréditer Daniel Ganser en tant que scientifique. Gregor Shulgin réapparaît aussi maintenant avec sa représentation inexacte de l'armée du Stay Behind en Allemagne, avec son prétendu effectif ayant force de division. Cette fois sans opposition efficace des autres co-auteurs. Mais le but de Wikipédia en tant que dictionnaire, c'est qu'un point de vue neutre doit être préservé, tout spécialement dans ces articles concernant des personnes encore vivantes. Cela voudrait dire que critiques et louanges devraient s'équilibrer dans l'article de Ganser. Mais il n'en est plus question à partir de ce moment précis. Plusieurs tentatives d'intervention de l'utilisateur Icewuffle seront en définitive réduites à néant par copilote avec la formule « Les faits sont documentés, c'est maintenant clos ». Maintenant, on peut trouver cette phrase dans l'article sur Daniel Ganser. En outre, il représente les théories du complot sur le 11 septembre 2001. À partir de cette période, plusieurs tentatives d'intervention de différents utilisateurs de Wikipédia pour enlever de l'article le concept négatif de « théorie du complot » échouent. Toutes ces tentatives sont repoussées par les patrouilleurs. Le 14 août 2014, l'article a été bloqué par l'administrateur E.T. dans la version suivante des modifications anonymes. En outre, il a répandu les théories du complot sur le 11 septembre 2001 et les présente comme une explication scientifique défendable. Cette déclaration est une synthèse de copilote et d'une formulation ultérieure d'un anonyme. La raison du blocage partiel, un utilisateur anonyme avait fait le changement avant. Citation. En outre, il traite du 11 septembre 2001. Soit l'administrateur E.T. agit de manière complètement irréfléchie et non informée, soit il protège intentionnellement les formulations fausses de l'article Ganser. Ce dernier est alors informé, comme il le déclare lui-même, par des lecteurs de ses livres, qu'il n'est pas traité avec fair play sur Wikipédia. On essaye de le montrer sous un mauvais jour. Ganser, qui n'écrit jamais lui-même sur son article de Wikipédia, devient directeur de l'Institut suisse pour la recherche de paix et de l'énergie, SIPER, à Bâle.
Il confie à son collègue chez Sipper, Alexandre Robot de Borieux, la tâche de créer un compte utilisateur Wikipédia et de corriger les erreurs grossières et les attaques dans l'article. Borieux s'enregistre avec le compte utilisateur Sipper AG, dont il expose ainsi l'identité et ne se cache pas derrière un nom fantaisiste. Il arrive à convaincre l'administrateur Phi d'accepter une partie des amendements proposés. L'utilisateur, avec le compte Sipper AG, corrige le libellé. Gantzer renvoie aux théories du complot par le libellé neutre. Gantzer enquête de façon critique sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Toutefois, cette modification est rejetée par les patrouilleurs. La phrase, avec les théories du complot, reste incluse dans le texte. C'est parce que le 30 octobre 2014, le patrouilleur M. Bourch empêche même les plus petites modifications de la phrase. La guerre éditoriale est maintenant de plus en plus intense. Les deux parties cherchent à remodeler l'article Gantzer pour leur propre fin, où l'enjeu est la formule « théorie du complot ». L'utilisateur MXT propose le 16 décembre 2014 à 19h58 la version suivante. Gantzer attaque le récit officiel des événements sur le 11 septembre 2001 dans des essais et conférences en raison de lacunes évidentes. Il commente le changement avec la formule « offre de paix dans une formulation majeure ». Mais même ce changement ne peut être consulté par le public dans Wikipédia parce que l'article a été entre-temps bloqué en vue d'un tri. 2 minutes plus tard, cet amendement officieux est retiré par le patrouilleur M. Bourch avec le commentaire « Changement 1.3.6.8.4.3.7.1.3 par MXT annulé. Aucune amélioration et, comme mentionné, ce point fut discuté plusieurs fois sur la page de discussion. » Au départ, il n'arrive rien d'autre à MXT. Mais cela viendra tout à coup, 1 mois et demi plus tard, le 30 janvier 2015, l'administrateur JD bloque le compte de MXT, motif « Aucune volonté de collaboration encyclopédique identifiée ». Et même si rien n'a été écrit de plus sur le cas Gantzer entre-temps. Les patrouilleurs et les administrateurs de Wikipédia brisent ainsi à nouveau des règles en toute impunité. La formulation neutre de MXT n'est pas acceptée. L'offre de paix est rejetée pour ainsi dire et en outre, MXT sera verrouillé. Le patrouilleur M. Bourch fait tout pour que le terme « théorie du complot » reste dans l'article de Gantzer. Quiconque ne doute pas que Gantzer est un théoricien du complot est un auteur crédible pour M. Bourch, qui écrit « La vérification n'est pas nécessaire pour ces comptes. Le blocage du compte d'utilisateur d'origine est discutable, car l'utilisateur ne doute pas de ce que Gantzer est un théoricien du complot. Voir ici et les 3 modifications qui suivent. Par la suite, mieux différencier, s'il vous plaît. » M. Bourch dit donc ici implicitement que tous les utilisateurs qui ne tiennent pas Gantzer pour un théoricien du complot devraient être bloqués. À présent, Daniel Gantzer lui-même intervient dans la guerre éditoriale. Pas avec un compte d'utilisateur Wikipédia, mais par une conférence publique au sujet des clichés véhiculés par les médias et des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Conférence qu'il tient le 15 décembre 2014 à l'université de Tübingen. La conférence est filmée et mise sur YouTube, où elle est aujourd'hui visionnée plus de 785 000 fois. Daniel Gantzer, lors de sa conférence, explique que le débat sur le 11 septembre n'est pas neutre et qu'il se sent personnellement attaqué, en particulier par le biais de la notion de théoricien du complot. Il est historien, expert de l'énergie et chercheur de paix, pas conspirationniste. Voici un extrait de la conférence à Tübingen. Le problème maintenant, c'est Wikipédia. Je suis attaqué dans Wikipédia comme un théoricien du complot, et Wikipédia existe depuis 2001. Oui, c'est exactement la même année que le 11 septembre. Et beaucoup de gens espèrent qu'il s'agit d'une plateforme libre. Mais à chaque fois qu'on essaye de rectifier, Gantzer traite des théories du complot du 11 septembre, et qu'on essaye d'écrire Gantzer aborde avec un esprit critique les attentats du 11 septembre, on peut le réécrire continuellement. Mais d'autres, quels qu'ils soient, le réécrivent encore et encore autrement. Donc si quelqu'un a le temps d'écrire dans Wikipédia, ils réécrivent par-dessus sans arrêt autrement. Car c'est le jeu maintenant, c'est le jeu. Vous ne devez pas m'écrire un email, vous pouvez écrire directement sur Wikipédia, parce que c'est le jeu. Nous allons voir qui gagne. Et on peut écrire encore et encore, mais on doit aussi faire de la recherche, et on n'a plus le temps.
Et les autres qui se connectent, ils se connectent de façon anonyme. On ne sait pas qui ils sont. Ils ont un pseudo et ce n'est pas très fair-play. Je suis là avec un nom, une famille, des enfants. Et les autres sont anonymes. Alors sortez du bois. Les patrouilleurs et administrateurs ne trouvent pas bon cet appel de Gantzer à participer à Wikipédia. À leurs yeux, Gantzer appelle ainsi à la guerre éditoriale. Gantzer voit les choses différemment. Il dit que la guerre éditoriale a débuté depuis janvier 2014. Son collègue a essayé tout d'abord par écrit de corriger l'entrée péjorative et avec un compte utilisateur Wikipédia. Mais ce n'était pas possible parce que les patrouilleurs et les administrateurs vérifient l'article et insistent pour que le mot « théorie du complot » demeure dans l'article. Les patrouilleurs et les administrateurs ont souligné de plus que le terme « théorie du complot » était justifié car il y aurait des sources pour ça. Il y a des sources en effet, mais la question c'est quelle est la fiabilité de ces sources et surtout, il est douteux qu'un terme diffamatoire comme conspirationniste soit a priori autorisé dans Wikipédia au vu de la neutralité requise. Comment M. Gantzer perçoit-il les modifications de l'article? J'ai eu l'occasion de lui poser ces questions. Bonjour M. Gantzer. Bonjour, Il s'agit monsieur de l'article à votre sujet dans Wikipédia allemand. Votre personne y est présentée avec un texte très long. Avez-vous initialement écrit l'article ou sinon qui l'a fait? Non, je n'écris pas dans Wikipédia. J'ai enseigné à l'époque à l'université de Bâle dans le domaine de l'histoire contemporaine. Et c'était un étudiant ou une étudiante de l'université de Bâle qui a mis l'article. Je n'y ai jamais encore écrit. En d'autres termes, si j'ai bien compris, vous n'avez jamais écrit de texte dans Wikipédia et vous ne connaissez pas non plus le système et les pratiques de Wikipédia. Non, je suis un utilisateur passif de Wikipédia. Autrement dit, je regarde dans Wikipédia ce qui m'intéresse. Souvent, c'est la géographie. Une fois, j'ai reçu une demande de conférence en Allemagne, et ça n'était pas à Francfort ou Berlin, mais dans un petit endroit que je ne connaissais pas loin d'ici. Alors, je me suis tourné vers Wikipédia, et puis j'ai vu où c'était, et je me suis demandé si je devais donner une conférence là-bas. En d'autres termes, je suis un utilisateur passif, et je n'ai jamais écrit dans Wikipédia. Dans un événement qui eut lieu dernièrement à la fin de 2014 à Tübingen, vous avez dit à la fin de la conférence que quelqu'un changeait votre article dans Wikipédia et vous trouviez particulièrement problématique les changements d'une phrase qui prétend que Daniel Gantzer aborde les théories du complot du 11 septembre 2001 et les présente comme explication scientifique défendable. Ça se trouve dans le premier alinéa de l'article. En quoi est-ce si problématique? Das steht gleich im ersten Absatz zu Ihrem Artikel. Was ist denn da so problematisch dran? Rien que le mot théorie du complot est problématique. Il se trouve que mon article Wikipédia existe déjà depuis peut-être 10 ans, mais il a changé au cours de l'année 2014. Et là, j'ai reçu des emails de gens qui ont dit « Je connais vos conférences, j'apprécie vos livres, mais l'article sur Wikipédia, mon Dieu, c'est misérable. On prétend que vous traitez uniquement des théories du complot et on vous classe comme fou avec l'étiquette « théoricien du complot ». On ne dit pas que je suis un théoricien du complot, mais il est indiqué que je traite des théories du complot. Et donc je suis allé sur Wikipédia. En fait, j'ai regardé précisément le point, et, je cite, « Gantzer traite les théories du complot sur le 11 septembre 2001 et les présente comme des explications défendables scientifiquement. » Il s'agit de la 3e ligne du texte entier. Et plus bas, il y a même une section entière, un paragraphe, qui s'intitule « Théorie du complot ». Et là, je dois dire que je ne suis pas du tout satisfait parce que j'examine le terrorisme. Autrement dit, on pourrait écrire « Gantzer enquête sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ». Oui, on peut l'écrire. Ou vous pouvez aussi dire « Examiner de manière critique les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ». Ou pour la sous-catégorie, on pourrait l'intituler « Les attentats du 11 septembre 2001 ». Ce serait là une représentation sobre, objective, telle que je l'attendrais de Wikipédia. Je veux dire, j'apprécie encore Wikipédia et je pense que cela peut être sans doute corrigé.
Mais vous devez comprendre qu'un scientifique ne veut pas voir dans un article à son sujet, dans Wikipédia, le terme théorie du complot. Parce que c'est un peu comme si d'un artisan, on disait qu'il est un charlatan. Un charlatan, c'est quelqu'un qui ne travaille pas bien, qui ne fait pas un travail propre. Je ne suis pas un théoricien de la conspiration. Je suis un historien, je suis un chercheur sur la paix, je suis expert énergétique et j'examine le terrorisme. Les gens qui ont écrit dans l'article disent « Vous n'êtes certainement pas chercheur de paix parce qu'il n'y a aucune référence dans la littérature sur ce point. » Nous en avions parlé la première fois, il y a environ 2 mois, quand j'ai commencé à faire ce film. Et parce que le mot « chercheur de paix » soudain n'apparaissait plus et avait été supprimé avec le commentaire « Il n'y a pas de référence ». Und wurde mit dem Kommentar gestrichen, es gibt dazu keine Literaturhinweise. Oui, il arrive des choses étranges sur mon article Wikipédia et j'en ai parlé à des amis. J'ai dit, mon article dans Wikipédia est modifié, il s'est encore aggravé. Et à d'autres qui se baladent plus souvent sur Wikipédia et qui écrivent toujours et encore des articles, j'ai dit, vous pourriez peut-être écrire, à la place de théorie du complot, que je fais juste une enquête sur le terrorisme. C'est plus neutre. Ils l'ont fait, et la chose étrange, c'était que leur compte, vous devez toujours avoir un compte utilisateur, c'est ce que j'ai compris si vous voulez écrire sur Wikipédia, leur compte utilisateur fut verrouillé. Je me demande alors simplement, qui gouverne ici ? Comment est-ce donc possible que mon article Wikipédia soit amélioré, changé par quelqu'un ? Et je dirais que maintenant, ça s'est objectivement amélioré. Ce n'est pas seulement ma liste de souhaits qui est prise en compte. C'est le seul mot théorie du complot qui n'a tout simplement rien à voir avec le 11 septembre. Il s'agit d'abord d'un attentat terroriste. Le terme théorie du complot est en fait utilisé comme concept de guerre. Et puis le fait que je suis chercheur de paix va être supprimé, même si je dirige un institut qui s'occupe activement des thèmes de l'énergie et de la paix. Et même si je suis toujours à la recherche de résolution pacifique des conflits dans mes entretiens. Donc je sens juste que quelqu'un essaye de m'attaquer sur Wikipédia et je ne sais pas qui c'est. Car il ne veut pas que je porte un regard critique sur les attaques terroristes du 11 septembre 2001. J'ai cette impression et je trouve cela très dommage. Et c'est bien comme ça qu'il faut aborder réellement le phénomène du 11 septembre. Il faut tout d'abord parler du phénomène, c'est-à-dire Gantzer enquête sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Et puis on peut, et il est permis de le dire, on doit indiquer que dans Wikipédia, il y a un différent. C'est vraiment ce qui s'est passé. En effet, les règles de Wikipédia étayent l'avis de Gantzer. Voilà ce qui est stipulé sur les droits personnels. Les contributions à cet article doivent suivre les directives de Wikipédia pour les articles portant sur des personnes vivantes, en particulier les droits de la personne. Toute information conflictuelle qui ne s'appuie pas sur des preuves fiables doit être enlevée immédiatement, surtout s'il est possible d'y voir insulte ou calomnie. Même des informations s'appuyant sur des preuves peuvent, dans certaines circonstances, ne pas être citées dans l'article. J'ai essayé d'interroger sur ce sujet les patrouilleurs filles et copilotes en tant qu'acteurs majeurs dans l'article Daniel Gantzer. Malheureusement, je n'ai eu de réponse d'aucun des deux à mes demandes écrites. C'est pourquoi nous ne pouvons malheureusement pas montrer ici leur vision des choses. Au lieu de cela, nous devons constater le 4 septembre 2015 que l'auteur copilote a mis des courriels privés dans la page de discussion publique de l'article Gantzer et sur la page elle-même et dans l'email de réponse qu'il m'a envoyé me rappelant les règles de Wikipédia. Puis répondit à cet ajout qu'il aurait reçu un mail juste un peu moins insolent. Il trouvait incroyable ce que certaines personnes s'imaginaient. Nous constatons. Là où ce documentaire commence, les règles de Wikipédia sont interprétées librement par Copilote et FI. Nous prenons également note que Copilote et FI ont confirmé la réception de nos demandes. S'agit-il vraiment de l'article sur Daniel Gantzer ? J'ai un doute. Et puis, je trouve une indication. Comme indiqué dans la demande, l'activité de marionnette dans l'article de Daniel Gantzer est concomitante des interviews et conférences de Gantzer avec Ken Jebsen par exemple. Les dommages subis par Wikipédia sont évidents, les attaques de la personne en question à partir d'un point de vue personnel rendent impossible une amélioration de l'article dans le sens d'une neutralité indispensable.
en raison du temps, de la place et de la force des protagonistes. Il ressort de toute cette thématique autour des thèses complotistes sur le 11 septembre que Ganser peut être utilisé ou est déjà utilisé hors Wikipédia comme témoin clé grâce à sa crédibilité. Note numéro 12. Lisons la note 12, et en effet nous trouvons ce qui suit. Ici le professeur Ganser est effectivement cité comme référence. Un exemple. Encore ce que Ganser appelle une source. Jörg Schneider, professeur émérite à l'ETH de Zurich, IGK, Institut pour la statistique et la construction. À mon avis, l'édifice WTC-7 a très probablement été démoli par explosion. Source, Ganser, dispute acharnée autour du 11 septembre, Tages-Anzeiger, 9 septembre 2006. Que les doutes sur l'interprétation officielle de l'attaque soient justifiés, qu'il s'impose peut-être vraiment à chaque internaute, voilà à quoi Copilote n'a pas réfléchi, ou alors il ne veut pas y penser. Copilote décrit très bien ici le vrai problème qu'ont certains patrouilleurs et administrateurs avec Ganser. Cela révèle la véritable dimension du problème. Elle ne réside pas simplement dans l'article sur Daniel Ganser, mais dans sa personne. Il est, parmi les critiques qui doutent du point de vue officiel sur le 11 septembre, l'un de ceux qui ont la plus haute réputation. De toute évidence, on ne veut pas ici que le professeur Ganser puisse servir de caution au questionnement sur les invraisemblances du 11 septembre. Par conséquent, on modifie l'article de la personne Ganser pour que sa crédibilité pose question. Ça semble être la raison des changements de cet article, et Ganser y est en très bonne compagnie. Dans Wikipédia, il y a depuis fin 2013 une catégorie « Partisans d'une théorie du complot ». Vous y trouverez une liste comprenant beaucoup de gens qui sont tous estampillés théoriciens de la conspiration. En plus de Ganser, on trouve ici de nombreuses autres célébrités qui sont également très impliquées pour faire la lumière sur les attentats du 11 septembre ou qui cherchent une perspective différente sur d'autres sujets. Par exemple, Andreas von Bülow, publiciste et ancien politicien SPD, ou Christoph Hörstel, un correspondant à l'étranger de longue date, expérimenté. Certaines personnalités très problématiques d'extrême droite, par exemple Ernst Zündel, entre autres condamné en 2007 pour incitation à l'insurrection, sont toutefois rassemblées aussi ici. Donc, globalement, un plaisir mitigé de trouver son nom sur cette liste. Tous ceux qui sont répertoriés ici sont stigmatisés, quasi-fous et énumérés comme de véritables négationnistes. La question se pose, cette liste sous cette forme ne pourrait-elle pas avoir des conséquences juridiques s'agissant de calomnie? Pour ce qui concerne les attentats du 11 septembre, il n'y a que des théories du complot, rien d'autre. La version officielle de l'administration Bush est aussi une théorie du complot, à savoir la théorie officielle du complot. Mais Wikipédia éprouve des difficultés avec une utilisation factuelle du terme théorie du complot. N'oublions pas, dans l'article Wikipédia sur les théories du complot, il y a la phrase « L'expression théorie du complot est surtout critique ou péjorative ». Cette section était entre-temps considérablement plus longue. Ici, ce qui suit est tiré d'une édition de l'utilisateur XXX331 à 12h55 le 14 février 2015. La théorie du complot est un terme utilisé la plupart du temps pour critiquer ou dénigrer, et il peut être utilisé abusivement si nécessaire, mais aussi d'autres formules connotées particulièrement négatives pour nuire publiquement à la réputation d'adversaires gênants. Cette tactique est devenue également connue depuis un certain temps par des services de renseignement comme le GCHQ en Angleterre. Note 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 notes du présent paragraphe font spécifiquement référence à l'article dans Heise Online, le Frankfurter Allgemeine Zeitung et Culture Allemagne Radio, et en plus aux articles de Glenn Greenwald dans The Intercept et Matthew Cole dans NBC News. Pour information, Glenn Greenwald accompagne et soutient Edward Snowden, le lanceur d'alerte de la NSA qui a révélé au public l'espionnage mondial massif et sans motif précis de la NSA. Matthew Cole est un célèbre journaliste d'investigation spécialisé dans les services secrets. Toutes ces sources, dans leur intégralité, donnent à l'utilisateur expérimenté des médias l'impression d'être très fiables.
Le patrouilleur Phi, qui nous est bien connu, ne le considère pas ainsi. Il ne veut pas que l'entrée Wikipédia sur le sujet des théories du complot contienne ces informations. 11 minutes après le traitement par XXX331, il supprime à nouveau le texte. La modification 138832320 de XXX331 supprimée. Utiliser uniquement des ouvrages scientifiques réputés. Sur ce point, nous aurions volontiers interrogé Phi. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse à nos mails. Les patrouilleurs Phi et copilotes sont impliqués tous les deux de manière récurrente dans les modifications de l'article Théorie du complot, ce qui peut facilement être lu dans l'historique de l'article. Il est également peu surprenant que Phi ait montré un comportement similaire le 2 janvier 2015. Il a également supprimé une indication sur un article très instructif et à la formulation équilibrée du portail de Heise Online, Télépolis, sur le sujet des théories du complot. Ce comportement de Phi s'inscrit dans une perspective plus large et suggère un problème systémique de Wikipédia beaucoup plus grand. Il est frappant de constater un tel comportement des patrouilleurs et administrateurs, souvent rencontrés dans tous les articles liés au 11 septembre. Les sources de littérature ne sont autorisées que de manière sélective. Reconnaître la raison justifiant l'interdiction de l'édition Heise est vraiment dur pour l'observateur. Heise publie par exemple le célèbre magazine d'informatique CT qui contient régulièrement des articles bien documentés dans le domaine de la politique, de la technologie informatique et de l'information. Dans le magazine Télépolis sur heise.de sont également régulièrement discutés des thèmes politiques de façon factuelle, fondée et éclairée. Pour Phi, il n'y a aucune raison d'accepter l'édition Heise comme littérature scientifique de bonne réputation. Peut-être parce que pour Phi, heise.de est plutôt un journal qu'une source scientifique. Non, Phi ne le prétend pas d'ailleurs. Phi n'a aucun problème à admettre les articles de journaux comme source à propos de Daniel Gantzer. Qu'entend-il par littérature scientifique réputée? Il s'agit ici évidemment de colporter une opinion spécifique sur Wikipédia, à savoir la version officielle de l'administration américaine sur le 11 septembre. Des arguments factuels, fussent-ils bien documentés, par des sources fiables, ne sont pas autorisés. Heise dérange très évidemment. Les utilisateurs qui, là encore, insistent, sont immédiatement verrouillés. Le journaliste libre, Paul Schreier, a incriminé précisément ce comportement. Il écrit dans un article du 2 mars 2014 dans Télépolis sur heise.de « Wikipédia est une encyclopédie ouverte, c'est bien connu. Tout le monde peut participer et apporter son concours technique. Pourquoi pas aussi un journaliste, peut-être même celui qui a publié plusieurs livres étayés sur le sujet. C'est ce que j'ai pensé. Cependant, des connaissances et des collègues m'ont dissuadé, je devrais juste m'abstenir. C'est peine perdue, je finirai comme Don Quichotte. L'encyclopédie en ligne est, dit-on, connue de longue date comme Église Wikipédia. Les divergences de vues, en particulier sur le 11 septembre, ne seraient pas souhaitées et sont directement supprimées. Tout d'abord, j'ai complété le passage de 5 lignes, théorie du complot, dans l'article principal. J'ai mentionné les quelques 2000 architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre et le fait des interrogatoires sous la torture de témoins clés de la planification du 11 septembre. Comme preuve, j'ai indiqué le rapport de la commission du 11 septembre, page 146, qui admet à ce stade que la commission elle-même n'avait pas d'accès direct à ces témoins. Avec réserve, j'ai conclu, beaucoup de sceptiques concluent que la planification concrète des attentats n'avait pas encore été tirée au clair. Ils demandent donc un nouvel examen. La contribution de Paul Schreier fut supprimée en l'espace de 3 minutes. Des contributions de fond du journaliste sur la discussion ne furent pas autorisées ou contredites rapidement. Des contributions contre le journaliste Paul Schreier devinrent fréquemment très agressives. Entre autres, nous lisons « Au cas où tu oublierais encore une fois de signer ta mayonnaise, elle serait dégagée sans discussion. » Ce commentaire très désagréable vient de Copilote. Nous avons parlé avec Paul Schreier et l'avons questionné sur la façon dont il a personnellement reçu ces événements sur Wikipédia. Monsieur Schreier. Bonsoir, Monsieur Fiedler. Vous avez essayé durant environ 1 an de participer à la rédaction d'un article de Wikipédia. Vous avez essayé de faire des ajouts à cet article. Pouvez-vous dire à partir de votre propre point de vue comment ça s'est passé? Können Sie mal aus Ihrer eigenen Sicht schildern, was Ihnen dort widerfahren ist? Bon, voilà comment c'était. Je suis journaliste indépendant et auteur et j'ai écrit ces dernières années plusieurs livres sur le sujet du 11 septembre.
et j'ai regardé juste à un certain moment, dans ce contexte bien sûr, l'article de Wikipédia sur le 11 septembre. Il m'est sauté aux yeux que les interprétations alternatives de cet événement dans l'article sont mentionnées marginalement et sont également plutôt péjoratives. Et j'ai pensé que peut-être avec mon expérience d'écrivain et du thème, je pourrais apporter quelque chose dans l'article de Wikipédia. J'ai fait l'année dernière une requête dans Wikipédia sur la page de discussion. Je voudrais bien participer à l'écriture de l'article. Est-ce OK ? Et là, j'ai eu un retour amical et j'ai alors fait un tout petit ajout à un paragraphe sur le thème de la théorie du complot. J'ai décrit les interprétations alternatives. Cette modification est restée seulement 3 minutes en ligne. Ensuite, elle a été retirée immédiatement. Puis une petite guerre s'est déclarée. Elle a duré plus de 2 semaines. C'était si intéressant pour moi que j'ai fait ensuite un article qui a été publié dans Télépolis. Quels auteurs de Wikipédia vous sont restés en mémoire? Lesquels se sont particulièrement manifestés au cours de cette petite guerre, comme vous dites? C'était il y a 1 an déjà. Je me rappelle, mon principal adversaire, entre guillemets, se faisait appeler Copilote. Il a également été techniquement très solide. Il était à l'évidence bon en la matière et m'a adressé des réponses très détaillées. Son but était de toute évidence d'étouffer le débat. Donc il ne voulait pas que des modifications de l'article paraissent. Il voulait que l'article reste tel qu'il est, et s'est très fortement opposé à moi. Il y avait quelques autres personnes qui l'ont soutenu également. Leur nom m'échappe maintenant, et ça a traîné 2 semaines environ. Le 11 septembre semble être de toute évidence le sujet central du litige. Tout tourne autour de ça. Quelle est votre perception du 11 septembre et quelle est votre perception de la façon dont ce thème est traité dans Wikipédia? Il y a bien sûr de très nombreux points. Le 11 septembre est un champ de recherche pour de très nombreuses personnes depuis maintenant plus de 10 ans, et il existe d'innombrables points sur lesquels on pourrait discuter et s'entendre très longuement et en profondeur. C'est d'ailleurs nécessaire que cela se fasse. Pour moi, ce qui est réellement le point principal, et ce que je voulais aussi présenter dans l'article Wikipédia, ou tout au moins évoquer, c'est que la théorie officielle, celle des journaux, d'après laquelle Ben Laden est derrière tout ça, n'a aucune preuve convaincante jusqu'à aujourd'hui. Il existe un certain nombre d'indices prouvant que certains des auteurs de l'attentat avaient des liens avec Ben Laden. Il n'y a malheureusement aucune preuve. Et pourquoi malheureusement? Il n'y a aucune preuve que Ben Laden donna effectivement l'ordre de détourner un avion le 11 septembre 2001, et c'est en fait le noyau de toute l'affaire. Et je trouverais positif que dans Wikipédia, les différents points de vue soient représentés avec fair play. Dire qu'il y a un point de vue officiel, et là-dessus il y a tel et tel document, ou pour une part de ce point de vue il y a des documents, pour cette partie, non. Et il y a d'autres modèles d'explication qui sont celui-ci et celui-là. Et actuellement, c'est malheureux que dans Wikipédia, dans l'article du 11 septembre, les autres points de vue soient mentionnés sur un mode plutôt péjoratif, dans un mini-paragraphe, et que toutes les autres thèses alternatives aient été sous-traitées dans un article supplémentaire à part. Celui-ci est appelé Théorie du complot du 11 septembre. On fait de telle sorte que l'une est la vérité, et les autres des élucubrations. Et en fait, on ne respecte pas la complexité de l'affaire. Qu'est-ce qui est, de votre point de vue, si problématique dans la formule théorie du complot? Oui, c'est intéressant. Ce mot est devenu essentiellement un concept guerrier, on peut peut-être dire. Les conspirations font ainsi partie de la vie quotidienne. Des complots, il y en a dans la politique, l'économie, il y en a dans la sphère privée, et une théorie sur un complot n'est donc pas intrinsèquement du délire. Mais il y a des théories du complot qui sont absurdes. Et il y a les théories du complot pour lesquelles on ne sait tout simplement pas si elles collent ou pas. Il faut enquêter. Il en est de même par exemple dans chaque affaire pénale. Quand la police mène son enquête, il y a des hypothèses de travail. C'est fondamentalement un autre mot pour théorie du complot. En d'autres termes, ça veut dire que personne ne sait pour le moment ce qui s'est passé. On fait des hypothèses et on essaye de clarifier comment ça a pu se produire et comment ça n'a pas pu. Le terme théorie du complot est désormais politiquement utilisé. Il est utilisé de telle sorte que certaines choses qui vont dans un sens non désiré soient qualifiées d'élucubration. Et je trouve que, déjà du point de vue linguistique, c'est un problème. La formule théorie du complot apparaît également en rapport avec l'article sur Daniel Ganser. Dans la forme que je cite, il se réfère aux théories du complot sur le 11 septembre 2001 et les présente comme des explications scientifiques défendables. Comment évalueriez-vous cette phrase?
Cette phrase contient la connotation implicite que les points de vue alternatifs du 11 septembre sont un non-sens. Par cette phrase, c'est dit entre les lignes. Et c'est un problème parce qu'on ne peut pas de façon sérieuse généraliser. Ce qu'on peut faire, on peut dire « Ces théories du 11 septembre et celles-là sont évidemment absurdes ». Mais dire « Toutes les théories qui diffèrent de la version officielle sont un non-sens », tout simplement parce qu'elles diffèrent de l'officiel, c'est du dogmatisme. Ce n'est pas scientifique et ce n'est pas non plus du journalisme ouvert. C'est selon moi le problème que contient une telle affirmation. Paul Schreyer a donc été bloqué par Copilote, qui aime évacuer l'autre sans discussion, comme il dit. Nous le connaissons déjà bien par l'article Wikipédia sur Ganser. Copilote a écrit environ 50% de tous les passages du texte de l'article sur la personne de Daniel Ganser. Il est donc auteur principal avec une bonne longueur d'avance sur les auteurs les plus importants suivants, Berich, Bestetter et Phi. Pour moi, c'est maintenant clair. Sur Wikipédia règnent les patrouilleurs et les administrateurs. D'autres auteurs qui ont un compte d'utilisateur peuvent faire des suggestions. S'ils ne plaisent pas aux patrouilleurs et aux administrateurs, les propositions sont au mieux ignorées. Mais alors, qui est Copilote qui a une grande influence sur l'article Daniel Ganser de Wikipédia ? Est-il un historien diplômé ? Est-il de même niveau que l'homme qu'il critique tout le temps ? Enseigne-t-il également à l'université ? Il est presque impossible de deviner la véritable identité des patrouilleurs et des administrateurs. Ils se cachent presque sans exception derrière des pseudonymes. Mais il y a aussi des personnes avec le nom et le lieu de résidence, et si l'on recherche suffisamment bien, on peut savoir certaines choses à leur sujet. Ils laissent des traces numériques, et Copilote laisse un large sillon bien visible. Le patrouilleur Copilote a un total d'environ 49 000 entrées enregistrées et activités dans Wikipédia entre le 9 mars 2011 et le 12 mars 2015. 34 contributions dans Wikipédia par jour en moyenne, un record. En janvier 2015, il a battu tous ses records personnels. Les statistiques révèlent alors un total de 2513 activités en 30 jours. C'est une moyenne de 81 activités Wikipédia par jour. Comment peut-il connaître tout sur toutes ces questions? Regardez le 1er janvier 2015 par exemple. Plus précisément, il s'avère que Copilote écrit quelque chose dans la matinée à 10h16 sur le Pegida. Puis, suivons les entrées et autres activités à intervalles de 10 minutes jusqu'à 11h58. Maintenant, Copilote prend la pause de midi jusqu'à 14h13. À ce moment, il écrit de 15h49 jusqu'à 23h30, à l'exception d'une petite pause, encore une fois, à intervalle de 10 minutes. Le lendemain matin, le 2 janvier 2015, ses activités sur Wikipédia commencent à 7h32 avec les suppressions de contributions au cours du débat sur le Pegida. À partir de là, il écrit à nouveau jusqu'à 9h51. Cette routine quotidienne se retrouve la plupart des autres jours au cours des 4 dernières années. Il écrit sur Pegida, le 11 septembre, l'effondrement du World Trade Center 7, la commission d'enquête sur le 11 septembre, le massacre de Katyn, sur le Testimonium Flavianum, sur les discussions à propos d'Oussama Ben Laden, sur Able Danger, sur la double décision de l'OTAN pour les missiles Pershing, la guerre en Irak, le retour au pays, sur Benno Ohnesorg, Karl-Heinz Kouras, sur l'Holocauste, le scandale du plagiat de Gutenberg, la peine de mort, le fascisme de gauche et le socialisme démocratique, sur Eva Hermann, Rosa Luxembourg, le pape François, sur l'amour de l'ennemi et Jésus de Nazareth, sur les organisations du Stay Behind et bien sûr aussi sur Daniel Ganser. Copilote peut littéralement apporter des contributions sur Dieu et le monde. Il écrit régulièrement. En semaine, le week-end, le dimanche, les jours fériés, à Noël et à Pâques, il a écrit assidûment sur Wikipédia au cours des années 2011 à 2015, tous les jours de Noël du 24 au 27 décembre, il ne s'arrête pratiquement jamais. Celui qui écrit dans Wikipédia fait cela gratuitement, sans paiement. C'est l'idée de base de cette encyclopédie en ligne américaine. Sur ce plan, nous formulons 4 hypothèses. Hypothèse 1. Copilote vit seul et est au chômage. Vu le temps extrêmement long qu'il passe en ligne, sa vie sociale est probablement sensiblement réduite. Hypothèse 2. Copilote partage son compte avec une ou deux autres personnes de sorte que tous soient actifs ensemble chaque jour sur Wikipédia. Ça soulève la question, dans quel but ?
Hypothèse 3. Copilot a effectivement un travail déclaré, à savoir écrire pour Wikipédia. Il touche de l'argent pour ça. Se pose alors la question de qui vient l'argent. Hypothèse 4. Copilot ne peut pas avoir une maîtrise suffisante des sujets sur lesquels il écrit. Il est occupé pendant trop de temps avec différentes activités au sein de Wikipédia. Et vient bien sûr toujours à l'esprit la supposition qui met mal à l'aise, à savoir que les agences de renseignement tentent de réécrire le texte sur Wikipédia. Edward Snowden, qui a aussi travaillé pour la NSA, a expressément souligné que la cyberguerre a investi depuis longtemps à l'Internet. Heiser Online écrit à ce sujet « Le CGHQ, les services secrets britanniques et la NSA essayent de s'infiltrer dans les débats sur Internet, de contrôler et manipuler pour atteindre leurs objectifs. Cela ressort clairement des documents du lanceur d'alerte de la NSA, Edward Snowden. Ce que le réseau de télévision américain NBC a dévoilé dans les dernières semaines, explique Glenn Greenwald. Copilot travaille-t-il pour un service secret ? Je ne le savais pas jusque-là. La seule certitude était que Copilot veuille ruiner la crédibilité de Ganser. Sur une enquête de M. Burch à VOIS, il a dit que Ganser ne devait en aucun cas servir de témoin principal à charge, à la remise en cause critique du 11 septembre. Il écrit « Cela émane de tout le périmètre de ce sujet, car Ganser est par ailleurs utilisé comme témoin pour les thèses alternatives sur le 11 septembre grâce à sa crédibilité. » Puis j'ai pensé, Copilot peut-il fonctionner comme un missionnaire selon sa propre conviction intime, sans salaire et sans aucun contact avec les services de renseignement ? D'après une note d'un informateur qui souhaite garder l'anonymat, j'ai pu reconstruire l'ancienne vie de Copilot sur Wikipédia. Auparavant, il écrivait sous le pseudonyme « Ami de Jésus ». Et maintenant, ça devient intéressant. Sous l'identité d'Ami de Jésus, alias Copilot, il y avait déjà quelque chose d'écrit dans l'encyclopédie en ligne alternative Pluspédia. Un théologien et ancien squatter, anarcho-syndicaliste, sans qualification universitaire ou autre, comme historien, politologue ou sociologue, qui pourrait lui permettre d'être expert en national-socialisme. Activité professionnelle après 26 semestres d'études plutôt contestable. Ainsi, l'utilisateur Ami de Jésus, on le voit à ses modifications, a édité plus ou moins jusqu'à 16 heures au cours de la semaine, n'importe quand dans la journée et aussi tout au long des heures de travail normales. Et la suite ? Sa spécialité est le déplacement, la reformulation et la suppression des contributions à la discussion des autres. On a pu prouver également la manipulation des références et des sources. Grâce à son réseau de gens de même opinion dans Wikipédia, l'utilisateur Ami de Jésus est à présent pratiquement indéboulonnable par les administrateurs. Ses insultes incessantes envers d'autres utilisateurs sont désormais ouvertement tolérées par les administrateurs de Wikipédia. Ainsi, l'utilisateur Ami de Jésus décrit l'utilisateur Dr Robert Schwedivi sur la page de ce dernier comme fanfaron, frimeur, babillant des non-sens, hypocrite, imposteur, diffamant les autres utilisateurs. Nous retenons ceci. Copilot est Ami de Jésus et Wikipédien de la première heure. Son comportement a fait l'objet de messages de vandalisme déjà environ 30 fois dans Wikipédia. À chaque fois, il s'agit de son comportement comme propriétaire d'articles. Tel qu'un autre auteur énervé a caractérisé son comportement. Son compte a en fait même été suspendu temporairement. Puis il s'est résolu à ouvrir un nouveau compte avec le pseudonyme Gérard Liniger. Sur sa page d'utilisateur, il a écrit ce qui suit. Problème Wikipédia numéro 1. Les paresseux, fanfarons, frimeurs et chercheurs de conflits qui n'ont aucune idée sur un sujet, qui n'essaient pas d'en acquérir et sont là principalement en raison de leur addiction antisociale au conflit. Problème numéro 2. Les administrateurs qui constamment déroulent le tapis rouge à ces utilisateurs et qui sont trop lâches pour prendre des décisions objectivement nécessaires et correctes pour des discussions de fond. Maintenant, davantage de réseaux s'ouvrent à moi. J'ai effectivement trouvé une référence sur Ami de Jésus dans une autre source. Ami de Jésus est le pseudonyme de Gérard Sattler dans le Wikipédia allemand. Il s'agit du militant antifasciste Gérard Sattler de Melle, une ville allemande, autrefois encore un opérateur système, où il a exercé la fonction d'administrateur sous son nom d'utilisateur, mais l'administration des droits lui a été retirée. Comme il se plaît à le dire, musicien actif et enseignant dans un département de musique à l'université.
Ami de Jésus s'est comporté dans Wikipédia comme un caïd et a menacé à intervalles réguliers de se retirer du projet. Ami de Jésus est Gérard Sattler. C'est très instructif. Apparemment, quelqu'un veut absolument démasquer ce Gérard Sattler. Qui cela pourrait-il bien être? Ça devient clair assez rapidement. M. Sattler s'est agressivement opposé dans le passé contre un achat de bâtiments par le NPD, Parti national-démocrate d'Allemagne, parti néo-nazi, à Melle. Il a été manifestement démasqué par quelqu'un d'extrême droite. Les auteurs de Metapédia sympathisent ouvertement avec les nazis. Ce simulacre d'encyclopédie se trouve de ce fait complètement exclu comme source pour la recherche. On peut la voir au mieux comme un exemple négatif de ce qui se passe avec les articles quand on ne conserve pas une position neutre. Pour une fois, l'article sur Ami de Jésus, dans notre cas particulier, nous aide en fait. Sattler, selon Metapédia, serait un musicien actif et travaillerait dans une université. Les mots-clés Gérard Sattler, Melle, une fois entrés dans un moteur de recherche, on trouve les résultats suivants. Données personnelles sur Sattler comme professeur de piano. Dans les environs de Melle, il y a l'université d'Osnabrück. Alors, je recherche dans le répertoire de l'université la personne d'après son nom et je la trouve. Puis il me vient l'idée, il est peut-être professeur de musique à l'université d'Osnabrück. Et en effet, il travaille là comme professeur de piano. Et comme la chance me sourit, voilà son adresse de courriel. copilote4@googlemail.com. Nous pouvons donc confirmer. Copilote est ami de Jésus et Gérard Sattler est copilote. Un coup d'œil sur les articles qu'a édité Gérard Sattler comme ami de Jésus complète l'image. Au sujet de la transition entre les deux comptes, ami de Jésus et copilote, le 9 mars 2011, nous trouvons sur les deux comptes des sujets à teneur très similaires. Par exemple, sur le thème du 11 septembre, les deux comptes apparaissent comme des auteurs faisant autorité dans les statistiques. Nous pouvons l'affirmer, Gérard Sattler est un homme ordinaire, il a en fait un emploi et outre son travail dans le monde réel, il écrit extraordinairement beaucoup, jusqu'à 10 heures par jour dans Wikipédia. Comment il assume cette charge de travail tous les jours est pour nous un grand mystère. C'est également à Gérard Sattler, alias copilote, alias ami de Jésus, que nous devons d'avoir placé le professeur Gantzer dans la mouvance des négationnistes. Comment? Très simple. Il écrit « En juillet 2014, Gantzer a donné une conférence sur la guerre secrète auprès de la coalition contre la censure fondée par Ivo Zizek, AZK. Face à la critique, il a répondu qu'il ne connaissait pas Zizek et ne savait pas qu'auparavant il invitait des négationnistes. Que veut dire cette phrase? Il y a un message qui peut être clairement lu entre les lignes. Ivo Zizek est une personne qui offre un forum aux négationnistes de l'Holocauste aussi. Et Daniel Gantzer n'eut aucun problème avec ça. Participer à un événement dirigé par Ivo Zizek. Et puis s'enchaîne. Ivo Zizek fréquente les négationnistes, Daniel Gantzer est proche d'Ivo Zizek, donc Daniel Gantzer est également proche du négationnisme. Ce type de rhétorique frise la diffamation selon moi. On ne trouve de telles choses que dans les pires feuilles de chou. Ces liens sont absurdes, c'est sans doute évident pour tout le monde. Que cette phrase provienne réellement d'un article de journal n'arrange rien. C'est une variante de la formule « les amis de tes amis sont tes amis ». Wikipédia devrait, contrairement aux journaux, maintenir un point de vue neutre. Il ne le fait pas. Pourquoi ? Quelles que soient les convictions personnelles de la personne de Zizek, il faut vérifier si Daniel Gantzer est à classer en fait comme négationniste. Il n'y a pas la moindre petite note dans ce sens, en dehors de cet article de journal, dans la biographie de Gantzer, dans les sources primaires de Gantzer ou dans la littérature secondaire sur Gantzer. Cela montre encore une fois comment les auteurs de Wikipédia traitent à la légère les sources du texte. Les sources ne sont évidemment pas vérifiées. Quand on lit avec précision dans la source du texte spécifié, il est clair assez rapidement que l'article de journal ne classe pas Gantzer comme négationniste. Lisons vraiment. Gantzer parla à la conférence AZK sur la guerre secrète et offrit un tour d'horizon dans les coulisses de la puissance politique. On voyait dès le début de sa conférence qu'il n'était pas complètement serein. Il a dit alors qu'il ne connaissait pas Zizek et ne savait pas qu'avaient eu lieu précédemment des conférences de négationnistes tels que Bernard Schaub et Sylvia Stolz. Le problème avec cette déclaration est le suivant. Daniel Gantzer n'a en aucun point parlé au cours de son discours entier de Bernard Schaub, de Sylvia Stolz ou du sujet de l'Holocauste.
On peut jeter un coup d'œil à la conférence intégrale sur YouTube pour comparaison et le vérifier. Soit l'auteur de cet article de journal se réfère à un autre fait, ou ce passage ne dit pas la vérité. Résultat, encore une autre source peu digne de foi qui a trouvé sa place dans Wikipédia. Dans Wikipédia, la citation perd son sens. Sortie du contexte de l'article du journal Voz, et elle place implicitement Daniel Gantzer aux côtés des négationnistes. En y regardant de plus près, il s'avère aussi que le professeur Gantzer n'a jamais dit le texte qui lui est attribué. Copilote agit ici avec la pleine attention et où il lui manque totalement les compétences nécessaires, en particulier la prudence par rapport aux sources du texte. Cette erreur flagrante rejoint une cascade entière de fausses citations de l'article Gantzer, dont nous ne pouvons montrer ici qu'un choix. Souvenons-nous, Daniel Gantzer a pointé du doigt une sous-section dans l'article de Wikipédia sur sa personne. La section intitulée « Théorie du complot ». Là, dans la version du 29 août 2015, les déclarations de Gantzer sont rapportées pour la première moitié environ du paragraphe, sur le 11 septembre, sur le mode neutre, au subjonctif, si l'on fait abstraction de la subjectivité de l'expression théorie du complot. Puis suit une section de longueur semblable, critique, à l'égard de Gantzer. On y trouve des représentants du Centre de recherche pour la politique de sécurité à l'ETH de Zurich et l'Université de Zurich, où Gantzer a été engagé, ont cependant rejeté ces théories sur le 11 septembre. Ils ont publiquement souligné en 2006 que ces déclarations ne sont pas de sa compétence scientifique et seraient un point de vue privé. Peu après, l'EPF de Zurich rompait son contrat. L'appel de note 35 conduit à la source suivante. ETH et l'Université de Zurich prennent des distances avec le théoricien de la conspiration. Dans Sonntagszeitung, journal du dimanche, du 17 septembre 2006. Plusieurs choses sont incorrectes dans cette note. Tout d'abord, dans sa forme, la spécification de la source est incomplète et incorrecte en soi. En fait, j'ai eu du mal à l'attribuer correctement au Beau Journal du dimanche parmi tous les différents journaux du dimanche germanophones. Cette omission, qui serait encore excusable pour un magazine comme le Spiegel ou le FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne l'est pas ici. Il manque l'éditeur et la ville. L'auteur et le titre doivent être cités. Si on clique sur le lien, ça renvoie non pas à un texte, mais à une photo sur Flickr, qui figure sur une page du journal, ce qui est à l'heure d'Internet tout à fait atypique. Il s'avère ici que le titre n'était pas non plus tout à fait exact. À la fin, avec l'aide des photos, on peut compléter la citation, elle devrait se lire. Christian Maurer, Andrea Bleicher. ETH et l'université prennent leur distance avec les théoriciens du complot. Les experts considèrent les déclarations de l'historien Daniel Gantzer comme complètement absurdes. Dans Sonntagszeitung Tamedia AG Zurich, 17-9-2006, référence de page inconnue. Dans l'article, un Victor Maurer est à présent cité de la façon suivante. Que Gantzer, avec ses idées complètement absurdes, soit mis ainsi en relation avec l'ETH, selon les dires de l'adjoint Victor Maurer, cela agace les chefs du centre de recherche renommé. Voilà qui est intéressant. Si on s'informe précisément sur ce Victor Maurer, on trouve ce texte. Le chef adjoint du Centre de recherche pour la politique de sécurité de l'ETH Zurich a dû brusquement libérer son bureau jeudi. Ce Victor Maurer, 43 ans, utilisait abusivement le titre de doctorat comme Tages-Anzeiger l'a révélé. Maurer a été démasqué mercredi par un employé. Cette publication fait référence à un article paru dans le Neue Zürcher Zeitung du 3 juillet 2011. La page du NZZ est facile à trouver via un moteur de recherche sur le net depuis maintenant environ 4 ans. La question se pose ici de savoir pourquoi au sein de Wikipédia, cette source n'est connue de personne. Victor Maurer, ici un témoin clé contre Gantzer, a donc falsifié les informations concernant ses diplômes universitaires. Et c'est justement ce Victor Maurer qui atteste des idées absurdes de Daniel Gantzer. Est-ce une source crédible? Assurément pas. Et en dernier lieu, cette information est dans Wikipédia. Peu de temps après, l'ETH Zurich rompt son contrat. Et sans que ce soit étayé par une quelconque source, on y lit « Comme son projet expirait cette année, il est parti à l'Université de Zurich. » Un projet qui se termine est en règle générale lié à une embauche pour un temps limité.
Un emploi provisoire dans une université qui n'est pas reconduit, c'est malheureusement aujourd'hui le quotidien des universitaires, une pratique régulière. La formulation de Wikipédia insinue de façon volontairement ambiguë qu'un contrat de travail qui aurait pu se prolonger durablement a été interrompu en raison de différends avec Ganser. Mais la source du texte n'exprime pas cette réalité-là. Les principaux auteurs de Wikipédia sur Ganser s'exposent aux soupçons justifiés qui ne sont pas intéressés par une représentation objective de la personne de Ganser. À l'aide de l'outil en ligne Wikiblame, on apprend très vite qui a incorporé une première fois une formulation spécifique dans un article de Wikipédia. Je recherche donc au moyen de Wikiblame la formulation « ETH et l'Université de Zurich prennent leur distance avec les théoriciens du complot » et trouve que ce passage a été ajouté à l'article par le patrouilleur Bericht Bestetter le 19 juin 2014 à 13h07. En lisant la discussion de l'article Ganser, le 19 juin 2014, il devient clair relativement rapidement qu'à ce stade, l'utilisateur Bericht Bestetter est très actif dans l'article. C'est également le patrouilleur Bericht Bestetter qui, pour la première fois, écrit dans les articles le terme « théorie du complot » le 7 mai 2014 à 4h09 dans l'introduction à Ganser. En outre, une querelle naît entre lui et l'utilisateur Eiswürfel sur la page de discussion. Eiswürfel attire l'attention en citant de nombreuses sources sur la question du terme théorie du complot, mais en fin de compte en vain. Son plaidoyer pour la formulation de théorie alternative échoue sur l'objection de Phi du 29 mai 2014 à 13h31, selon laquelle c'est de la langue de Copp visant à mystifier. Ici, évidemment, Phi fait référence à la maison d'édition Copp, comptant divers titres publiés sur le sujet du 11 septembre. Selon les médias grand public, Copp offre une plateforme pour les théories du complot. Ainsi, Phi suit le baratin officiel. À peu près au même moment, le patrouilleur Phi tente, avec le patrouilleur copilote, une discussion pour ancrer en quelque sorte la notion de théorie du complot dans la phrase introductive de l'article de Ganser. Manifestement, Phi semble pour cela être la force motrice au sein des auteurs de Wikipédia, et copilote son assistant seulement. Notons le point positif que copilote refuse, en se référant au manque de sources de littérature, d'incorporer le terme théorie du complot dans la phrase introductive. Copilote écrit. Comment cela est-il étayé? Réponse de Phi. Je ne sais pas, c'est vraisemblablement pas nécessaire. Ganser est l'un des plus importants truthers germanophones, mot anglais, personne en quête de la vérité sur le 11 septembre. Je suis surpris. Souvenons-nous. Pour preuve que le terme théorie du complot est activement manipulé sur Internet par les agences de renseignement pour salir publiquement et efficacement la réputation d'adversaires gênants, les 5 sources de documentation de l'utilisateur XXX331 ne suffisent pas à Phi. Mais par contre, pour déterminer que Ganser propage des théories du complot sur le 11 septembre, Phi n'a pas besoin de sources littéraires, parce que Ganser serait l'un des truthers les plus importants. Soit l'historien Phi, docteur en histoire, a un besoin urgent de cours de rattrapage sur les sources de littérature, soit on doit supposer que Phi favorise délibérément l'incorporation de passages préjudiciables à la réputation de Ganser dans l'article qui lui est consacré. La section théorie du complot se termine par la phrase « Le politologue Marcus Linden voit chez Ganser une mission politique et non pas une approche scientifique. À la place, Ganser préfère mettre l'accent subjectivement sur des aspects particuliers. Linden classe Ganser comme représentant des théories du complot sur le 11 septembre 2001 et le range aux côtés du journaliste Matthias Bröckers parmi les représentants intelligents du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre, qui, de leur propre aveu, se limitent à poser des questions. On doit là aussi regarder au plus près les sources du texte. Le texte source, 32, pointe un article paru dans le journal La Suisse le dimanche par un certain Andreas Maurer. On retrouve ici les termes « mission politique »,« aucune approche scientifique », signalés également comme citation, sans référence à une source. Nous ne savons pas dans quel contexte Marcus Linden a dit ça. Une interview, un essai ou un livre, quel livre? Le problème est que nous avons une déclaration sans aucune démarche scientifique qui n'est pas fondée par des données ou au moins par un exemple en guise de référence.
On peut comprendre ces déclarations comme des expressions d'opinion, mais pas comme exposés scientifiques fiables. Andreas Maurer et Marcus Linden font ici exactement ce dont ils accusent Ganser, un travail non scientifique. Cela vaut malheureusement également pour la référence 36, qui remonte à un article du journal de Marcus Linden lui-même. Ici s'inscrivent dans un tour d'horizon toutes les interprétations possibles de divers événements de l'histoire mondiale. Mis à part le fait qu'on peut maintenant lire l'expression péjorative de Linden, nous trouvons peu d'éléments substantiels. Linden prétend des choses, mais ce n'est pas fondé sur des faits. Il apporte de nombreuses citations. Malheureusement, les références des citations sont manquantes. Nous ne pouvons pas comparer, encore une fois, la citation avec la source d'origine. Des citations complètement falsifiées sont utilisées, nous l'avons déjà vu avec Gregor Schulgen. Nous lisons chez Mark Linden, entre autres. À côté de nombreuses approches obscures, il y a aussi des représentants intelligents du mouvement pour la vérité du 11 septembre, qui, de leur propre aveu, se limitent à poser des questions. L'historien suisse Daniel Ganser est de cela. Nous pouvons constater ici que Marcus Linden place réellement M. Ganser comme un théoricien du complot ou comme représentant du mouvement pour la vérité sur le 11 septembre. Quel poids a cette déclaration de Linden, sans au préalable un examen approfondi de la question du 11 septembre? Cela reste à voir. Copilote, alias ami de Jésus, est le professeur de piano Gerhard Zeitler. Nous avons pu l'établir. Mais qui est le patrouilleur Phi, qui, très tôt, eut une influence néfaste dans l'article sur Daniel Ganser? Pour l'identité de Phi, nous obtenons une allusion discrète qui nous conduit à la présence sur Internet de Marcus Kompa. Le blogueur et avocat Marcus Kompa a déjà eu affaire à Phi dans un procès. Il écrit sur son site Internet: Phi, maintenant professeur de latin et d'histoire à Hambourg, avait publié en 1998 son ouvrage « La fin des réparations ». Dans la bibliographie déjà, on peut découvrir que le professeur de latin et d'histoire s'appelle Philipp Heide. Luspédia sait aussi à son sujet. Philipp Ludwig Fabian Heide, 1961, est un historien allemand et un pédagogue. Parcours. Heide étudie le latin et l'histoire. En 1997, Philipp Heide est diplômé de l'Université libre de Berlin avec sa thèse sur le sujet « La fin des réparations ». La thèse de doctorat a fait l'objet d'une critique par le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Heide a travaillé comme professeur de latin et d'histoire au lycée Friedrich Ebert de Hambourg et est conseiller politique en histoire pour la ville de Hambourg. Dans ses loisirs, il est un auteur actif de Wikipédia et participe également au club Wikipédia de Hambourg. Le professeur de latin et d'histoire de Hambourg voudrait apparemment présenter sa thèse à autant de lecteurs que possible. En de nombreux articles différents de Wikipédia, il fait appel à sa propre thèse dans les références bibliographiques. Elle porte le titre « Philipp Heide, la fin des réparations, Allemagne, France, le jeune plan, Schöning, Paderborn, 1998 ». Vous pouvez trouver là-dessus des exemples abondants. On doit simplement entrer les mots-clés Philipp Heide dans le moteur de recherche de Wikipédia. Heide complète très personnellement sa thèse de doctorat dans l'article « Union douanière Allemagne-Autriche », dans l'article « Aristide Briand », dans l'article « Occupation alliée de la Rhénanie », dans l'article « Julius Curtius », etc., etc. Au total, sa thèse apparaît dans 22 articles différents. Vous pouvez acheter son livre sur Amazon.de pour la modique somme de 91 €. La question se pose ici de savoir si Philipp Heide agit de façon purement désintéressée et si son unique intérêt est d'améliorer Wikipédia. Wikipédia est-il neutre et objectif? Sur le sujet, le professeur Sabine Schiffer, linguiste et spécialiste des médias, dit: Wikipédia n'est pas une source, du moins pas dans le sens scientifique. Comme chargé de cours, je ne peux pas accepter les données de Wikipédia comme preuve pour une thèse de licence ou de master. Non seulement parce que les versions de la page sont en constante évolution, et vous pouvez en suivre les traces, mais aussi parce qu'il y a des structures opaques à l'arrière-plan, de sorte que la qualité des articles est très très variable. Le nom de l'auteur, son vrai nom, on ne le connaît pas dans la plupart des cas. Cela permet par exemple de créer plusieurs comptes pour influencer les opinions. Son raisonnement décrit d'assez près ce que nous avons expérimenté dans l'article sur Ganser. Nous aimerions malgré tout apporter une nuance.
Wikipédia est une encyclopédie en ligne précieuse et le restera aussi dans l'avenir. Pour les articles scientifiques, je trouve personnellement Wikipédia neutre et objectif, oui, précieux. Les articles de biologie, de chimie, de physique et les sujets techniques évoluent généralement dans un environnement très factuel. En ce qui concerne la biologie, nous pouvons affirmer que de très nombreux professionnels écrivent et que les articles constituent le meilleur de Wikipédia. Et bien sûr, ces articles sont sourcés. Toutefois, la prudence est recommandée pour tous les articles qui ont affaire au pouvoir, à l'histoire et à la politique internationale. Le livre « Les acteurs dans les coulisses » de l'auteur Herman Ploppa permet de mieux comprendre les possibilités de manipulation politique et de l'opinion publique par les think tanks transatlantiques comme par exemple Atlantic Bridge et la Commission trilatérale. Ces lobbies veulent imposer certains intérêts de politique étrangère américaine au continent européen. Herman Ploppa à propos de Wikipédia. Wikipédia a maintenant acquis un monopole mondial sur les encyclopédies. Que cela nous plaise ou non, nous devons en tirer le meilleur parti. Et cela signifie que nous devons pouvoir, en tant que population, que démocratie, exiger d'un monopole qu'il agisse comme un service public. Cela signifie pratiquer l'équité de part et d'autre et qu'il y ait également une transparence et une démocratie. Aujourd'hui, les patrouilleurs et administrateurs sur Wikipédia sont en grande partie anonymes. Ils sont protégés par des pseudonymes et sont hors d'atteinte, soit pour le dialogue, soit juridiquement. Des jugements de tribunaux régionaux de Cologne et Hambourg l'ont révélé de manière effrayante. Le responsable juridique de la presse pour Wikipédia Allemagne est la fondation Wikipédia à San Francisco, aux États-Unis. Et là, la justice allemande n'a pas le bras assez long, aussi peu que pour traiter avec des sociétés internationales. Une construction habile. C'est-à-dire des personnalités et organisations en Allemagne sont, en cas de déclaration discriminatoire dans Wikipédia, sans protection et sans droit. C'est pourquoi le scientifique des médias Daniel Ernsdorf et moi-même avons lancé une pétition dans laquelle nous exigeons plus de démocratie pour Wikipédia. Cela signifie que les patrouilleurs et les administrateurs affichent des noms clairs, afin qu'ils soient en dialogue et juridiquement attaquables, et donc aussi qu'ils soient plus conscients de leurs responsabilités. Pour rendre justice de part et d'autre, notre exigence est donc transparence pour Wikipédia. L'analyse à titre d'exemple des entrées Wikipédia concernant Daniel Gantzer montre clairement que les patrouilleurs et administrateurs empêchent activement que l'article soit neutre. Selon nos analyses, nous arrivons à la conclusion qu'ici, des sources délibérément fausses ou inutilisables ont été insérées pour éveiller des soupçons à l'égard de la personne de Gantzer pour les lecteurs ignorants. Comme Herman Ploppa l'a parfaitement indiqué, les auteurs de Wikipédia travaillent en fait dans l'ombre, dans un no man's land juridique. Aussi longtemps que les auteurs resteront anonymes, leurs victimes ne pourront pas se défendre. Par conséquent, la responsabilité des patrouilleurs et des administrateurs de Wikipédia n'a pour l'instant pas été mise en cause, parce que les médias dominants sont en général complètement dépourvus de sens critique, et plutôt positifs à l'égard de Wikipédia. L'encyclopédie en ligne est considérée par une large majorité de la population comme un bon substitut aux vieux dictionnaires imprimés, même si c'est le contraire. Au sujet de Wikipédia, le Spiegel publie presque toujours uniquement des articles relatant les tentatives de manipulation de l'extérieur contre le site, mais ne s'attaque pas au problème de certains groupes d'auteurs qui manipulent les articles dans Wikipédia. Les quelques articles qui décrivent un problème au sein de Wikipédia le font sans exception superficiellement et ne nomment pas les structures sociales qui se dressent derrière les nombreuses manipulations. Ça rend encore plus difficile la situation des personnes touchées par la diffamation. Le contenu de l'article sur le professeur Gantzer et beaucoup d'autres contemporains est déterminé par des auteurs anonymes de Wikipédia qui très probablement se concertent en dehors des pages de discussion du site. Ils utilisent un article encyclopédique en vue d'une manipulation ciblée de l'opinion et pour ruiner la réputation des personnes évoquées.
on doit présumer qu'ils savent qu'un article Wikipédia, contrairement à l'article d'un journal, donne, en raison des nombreuses références citées, une impression de sérieux et inspire confiance. Les plaintes déposées par des victimes contre les acteurs de Wikipédia partent régulièrement en fumée. Elles sont inefficaces même si la justice, par exemple, décide de bloquer temporairement le Wikipédia Allemagne, comme c'est arrivé dernièrement. Quand vous lisez un article Wikipédia, vérifiez méticuleusement si les affirmations sont bien fondées, avec références bibliographiques. Mais même ici, on peut manipuler et insérer des références simplement mal choisies. Il n'y a rien d'autre à faire que vérifier le contenu des sources elles-mêmes. Mais pensez toujours à vérifier si la source, même pertinente, est fiable. Par exemple, l'administration américaine ne présenterait jamais l'armée américaine sous un mauvais angle. Quand, par exemple, une source de la Maison-Blanche déclare « Nos soldats font du très bon travail », ça ne veut pas dire que ce soit vraiment le cas. Et quand, par exemple, le journal Die Zeit écrit cela, il n'est pas certain que ça soit vrai, car l'éditeur de l'hebdo Die Zeit, Joseph Joffe, est, entre autres, très engagé dans des think tanks pro-États-Unis et des organisations telles que l'Institut Aspen, Atlantic Brücke, l'Institution Hoover, la Commission trilatérale, l'Institut international d'études stratégiques et la Conférence de sécurité de Munich, la Conférence de Bilderberg. Ce sont des institutions et groupes de réflexion qui tous défendent l'Amérique et la géopolitique de l'OTAN. Lorsque Joseph Joffe, en tant qu'invité ou membre actif, s'engage dans tant d'organisations pro-américaines, ce serait une déclaration vraiment très audacieuse de le décrire comme un journaliste neutre en matière de politique étrangère américaine. Posez-vous la question suivante. Peut-on attendre de Die Zeit un journalisme critique à l'égard des États-Unis ? Pour distinguer un bon article d'un mauvais dans Wikipédia, le site lui-même offre les meilleurs outils. Dans l'historique de l'article et dans l'historique des discussions de l'article, on se rend compte assez rapidement si les entrées sont, à de multiples reprises, supprimées. Si, dans les entrées supprimées, on trouve également des passages de texte objectifs et corrects en eux-mêmes, alors la probabilité est élevée que quelqu'un essaie de supprimer certaines informations de l'article ou manipule l'article dans son ensemble. Vérifiez la tonalité qui prévaut dans la discussion. Des discussions émotionnelles, non professionnelles, indiquent un comportement inadéquat de certains auteurs et cela peut affecter très négativement l'objectivité de l'article concerné. Et si on ne veut pas faire ça manuellement en détail, on peut également automatiser ces enquêtes. Le projet wikiboo.ch aide le lecteur germanophone qui le désire. Tapez le nom de l'article dans le masque de recherche de Wikiboo. Wikiboo attribue une note de 1 à 10 sur la base des informations de la page, 10 étant la meilleure note. Ici, nous voyons l'exemple de la photosynthèse dont l'article atteint un score de 8 sur 10 et ne trouvons aucun autre détail. La glycolyse obtient 10 sur 10. C'est notamment le fait de la distinction interne à Wikipédia, excellent article. Si on prend Daniel Gantzer, on se rend compte assez rapidement que dans cet article, il y a des choses qui ne vont pas. On atteint seulement 5 sur 10. Et en outre, on prend conscience que l'article est soumis à de fortes modifications. Wikiboo fait remarquer que des parties de l'article peuvent être controversées. Et nous apprenons en chemin que l'auteur principal se nomme copilote. Même si les auteurs de Wikiboo attire notre attention sur le fait qu'on ne peut pas toujours se fier aux résultats de cet outil, c'est malgré tout manifestement un outil utile. Il y a quelques articles dans Wikipédia qui ont subi un processus d'évaluation par les pairs ou quelque chose de similaire. Certains articles sont revus, si possible indépendamment, et reçoivent des récompenses spéciales via un vote de plusieurs patrouilleurs tels que « valant la peine d'être lus ». Ces récompenses sont généralement attribuées uniquement pour des articles non contestés et sont une indication, mais pas la garantie d'un bon article. L'article sur Gantzer répond très mal à tous les critères énumérés. Et les propositions de modification quotidienne de l'article sont toujours examinées sous l'angle de la théorie du complot, par une communauté de patrouilleurs administrateurs qui sont tous de mèche, menés par Gérard Sackler alias Copilote.